Merci Jean-Marie pour ces propos introductifs. Comme j'ai coutume de dire que mes conférences, c'est plutôt un spectacle qu'une conférence, on va lever le rideau. Et puis je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors peut-être on va faire un petit sondage, on va vous faire travailler un petit peu. Qui était là à la première partie qu'a évoqué Jean-Marie? C'est-à-dire qui était là à l'animation que j'avais fait l'an dernier qui s'appelait le canal de Languedoc de haut en bas. Donc comme il n'y en avait pas beaucoup, éventuellement je pourrais revenir le refaire, parce que je vois qu'il n'y a même pas la moitié de la salle qui avait vu la première partie, et j'avais bien insisté l'an dernier en vous donnant rendez-vous pour la suite, donc que j'ai intitulé le canal du Midi, l'essentiel, donc créé par l'association Acampou. Alors je m'en étais expliqué l'an dernier. L'Acampou en occitan, c'est le petit oiseau qui volette, qui découvre son territoire, qui part de son nid familial et qui va découvrir le territoire. Et le petit jeune pilote privé que j'étais il y a déjà fort longtemps, une trentaine d'années, eh bien quand il a commencé à découvrir son territoire au départ de Carcassonne-Salvaza, eh il s'est émerveillé, il a envie de partager ça. Et donc il a créé cette association qui s'appelle l'Acampou, qui est une association qui se veut un petit peu culturelle et qui veut essayer de faire de la culture pour tout le monde et faire découvrir avec cet angle aérien. Alors à mes côtés, bien sûr, il y a Étienne Rouera, qui est au fond de la salle et qui vous présentera mes ouvrages à la fin de la soirée. Et l'Acampou a la fierté d'avoir été signé 2 fois, signé et marqué Pays Qatar il y a 20 ans, puisque je fais partie de l'association des guides conférenciers du Pays Qatar, et il y a 2 ans maintenant, nous sommes rentrés dans le réseau Acteurs Canal du Midi, qui regroupe des passionnés qui font un petit peu la promotion et le développement du Canal du Midi et du Canal des Demain. Alors en introduction, il est de bon ton bien sûr de remercier les personnes qui nous accueillent, donc je voudrais tout particulièrement remercier bien sûr Jean-Marie qui m'a convié pour la 2e fois à parler du Canal du Midi, puisque l'an dernier je vous avais parlé du Canal du Midi, cette année je vais vous reparler du Canal du Midi, mais j'avais eu le privilège de venir il y a 11 ans, le 4 juin 2007, vous présenter L'Ode vue du ciel. Donc je peux dire que je commence à faire partie des habitués des estivales de la Malpère, et j'espère bien sûr venir à une autre occasion vous présenter d'autres animations. Je remercie aussi tout particulièrement les pilotes qui me prêtent leurs ailes. Il va falloir bientôt que je rajoute Régis, qui me fait le plaisir d'être parmi nous ce soir, et qui est un ancien pilote de chasse, donc qui est venu à l'aéroclub de Castelnaudary, et que je suis en train d'initier au vol patrimonial, si je puis dire. Et qui est aussi passionné que moi pour découvrir l'Ode vue du ciel. Je remercie toujours également Étienne et Albert, mon père, qui me secondent dans la lourde tâche d'animer l'Acampou, et tout particulièrement ce soir, un grand merci aussi à mon épouse qui me supporte et qui supporte mon handicap et mes passions, donc je tiens à les remercier à tous les 3 aussi collectivement. Je remercie aussi Christian Salès et Philippe Calas qui ne sont plus à présenter puisque c'est des personnes incontournables du Canal du Midi. Christian Salès, c'est le créateur, fondateur et animateur du groupe HOC, et on a participé à pas mal d'ouvrages ensemble. Pour les voies navigables de France, et vous le verrez dans mes livres au cours de la présentation, j'utilise beaucoup le fond cartographique, l'archive iconographique des archives du canal, et donc je remercie bien sûr son archiviste Samuel Vanier qui m'a beaucoup aidé. Philippe Valentin qui est un cartographe qui a cartographié le canal du Midi et qui est aussi mes sources d'inspiration. Nathalie de la Rivière donc, qui anime un réseau qui s'appelle Canal Friend, qui fait du tourisme participatif, et bien sûr tous les amis du réseau Acteurs Canal du Midi. Si on pouvait un petit peu tamiser la lumière, ça permettrait pour certaines de dormir, mais pour les autres de pouvoir mieux apprécier les images. Et pour finir donc ces propos introductifs, j'ai coutume bien sûr de remercier les 2 incontournables contributeurs de Mediaporama qui animent mes passions communes. L'un c'est le roi des eaux, l'autre c'est le roi de l'air. C'est bien sûr... c'est beaucoup mieux comme ça, parfait, je te remercie. Donc Pierre-Paul Riquet, qu'on va largement évoquer ce soir, et bien sûr Clément Madère, qui est donc l'inventeur de l'aéronautique française et qui a développé ses premières recherches sur la sustentation du côté des coteaux de Villeneuve-la-Comtale et de Castelnaudary. Donc c'est grâce à eux que je vais vous présenter ce soir une nouvelle conférence, puisque c'est une première que je fais ici. J'aurai le plaisir de la faire à Bon Repos Riquet, au château de Riquet, pour les journées patrimoine, mais aujourd'hui c'est une première et c'est pour Arzès.
Voilà, personne n'a baissé la tête, donc ça va. C'était juste pour la mise en bouche, la mise en ambiance. Et tout d'abord, je dois m'expliquer du titre, puisque Bernard, tu m'as posé la question tout à l'heure. Eh bien, on va avoir la réponse. Pourquoi l'essentiel? Eh bien, il vaut mieux le lire que le dire, parce que quand on le dit, c'est plus difficile à comprendre. Je fais un jeu de mots, bien sûr. C'est pas une faute d'orthographe, mais une petite subtilité pour vous présenter en fait l'essentiel avec un T du canal du Midi. Donc mes propos vont surfer tout au long de la soirée entre l'essentiel avec un T, c'est-à-dire ce qu'il faut essentiellement connaître sur le canal du Midi, dans ses généralités indispensables, et évidemment revenir un petit peu à mes racines d'Acampu et vous présenter ça sous un angle aérien. Donc on va mélanger des photos aériennes et des photos au sol, parce que bien sûr, notamment pour évoquer la chronologie du canal, c'est un petit peu difficile de vous montrer Riquet vu du ciel. Alors, on va déjà découvrir ce grand homme qui est Riquet ici, et que j'ai découvert vraiment en être passionné que depuis 4-5 ans, donc je suis au tout début un petit peu de cette démarche. Et il y a 4-5 ans, Colette Denat, qui est la bibliothécaire de Villesèque-Landes, m'avait demandé, comme elle savait que je faisais des photos aériennes et que je faisais des diaporamas avec des photos aériennes, et qu'elle était les passionnés du canal, eh bien elle m'avait demandé de faire un diaporama pour Villesèque que j'avais appelé Voix d'eau vue du ciel. Quelques années après, c'est devenu un livre, Voix d'eau d'Occitanie vue du ciel, mais j'avais la prétention et l'espoir de pouvoir vous raconter le canal du Midi en 1h30. Bon, je me suis fourvoyé, parce que je suis actuellement à 6 heures, c'est-à-dire 4 conférences, pour pouvoir vous raconter à peu près la substantifique moelle du canal du Midi. Alors, les deux diaporamas que je présente habituellement, c'est Canaux du Midi vue du ciel, où à partir de photos exclusivement aériennes, je vous présente les canaux, parce qu'il n'y a pas que le canal du Midi, il y a le canal de la Robine, le canal de Jonction, le canal de Carcassonne qu'on évoque dans cette conférence. Ensuite, il y a quelque chose de passionnant dans l'histoire du canal, c'est son système alimentaire, on va y revenir. Et rien que le système alimentaire, ça mérite bien une conférence qu'on ne pourra pas évoquer aujourd'hui, et que j'appelle les rigoles du baron de Bon Repos, puisque Riquet, bien sûr, vous le savez, c'était le baron de Bon Repos. Alors ça pourra faire peut-être l'objet d'une prochaine intervention de l'Acampu aux estivales de Malpère. Je vois que Jean-Marie a un petit sourire complice. Et l'an dernier, donc, je vous avais présenté le canal de Languedoc. On disait du temps de Riquet de Languedoc et non pas canal du Languedoc. Donc le canal royal de Languedoc, de haut en bas, et j'avais beaucoup insisté sur l'aspect navigation et écluse, qui sont quand même deux termes forts et deux choses à développer autour du canal. Bien évidemment, on ne va pas le refaire aujourd'hui, tant pis pour ceux qui n'étaient pas là l'an dernier. Et aujourd'hui, donc, je vous présente le 4e de ces cycles d'animation que j'ai appelé, je m'en suis expliqué, le canal du Midi, l'essentiel. Et tout à l'heure, Jean-Marie l'évoquait, on a la chance aujourd'hui d'avoir quelques enfants, quelques élèves qui sont venus assister à ce diaporama. Eh bien, vous pouvez en parler à vos instituteurs. J'ai aussi une animation que j'ai appelée Le chemin qui marche, c'est un petit clin d'œil à Jean de Hugon, et donc où j'explique dans ce chemin qui marche. Au Moyen-Âge, on appelait le chemin qui marche les voies navigables. C'était essentiellement des fleuves, après ça a été des canaux. Et l'avantage d'un chemin qui marche, une voie navigable, c'est que quand vous posez une barque dessus, avec un moindre effort, un simple cordage, un simple cheval, même une traction humaine, eh bien vous déplacez 300 tonnes de fret. Sur une charrette, c'est une autre histoire. Donc c'est pour ça que les voies navigables au Moyen-Âge s'appelaient des chemins qui marchent. Et dans ce diaporama, pour les écoles, j'explique comment ça marche. Donc voilà un petit peu le déroulé. Donc maintenant que j'ai planté le décor, je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est se jeter dans l'eau. Lundi dernier, on a parlé d'hydrogène avec Egon. Aujourd'hui, on va se jeter dans l'eau à pieds joints. Et voilà un petit peu le menu d'aujourd'hui. Donc les 3 premiers items, ce sera une présentation générale du projet pour bien mettre tout le monde au même niveau. Je ne peux pas passer sous silence, bien sûr, le grand personnage qui est Pierre-Paul Riquet. Donc on évoquera Pierre-Paul Riquet. Et quand on s'intéresse au canal et qu'on va en connaître l'essentiel avec un T, je pense que la chronologie est indispensable. Donc on évoquera la chronologie. C'est les 3 premiers chapitres un petit peu ardus. C'est là qu'en principe certains s'endorment. Donc on se réveillera après avec quelque chose d'un petit peu plus visuel. Et on parlera donc des ponts, des chaussées et des ponts canaux.
Notez bien que je n'ai pas écrit les ponts et chaussées, hein. J'ai une action avec la DDE, donc je parlerai des ponts, des chaussées et des ponts canaux. Ensuite, dans les choses essentielles d'un canal, c'est les épanchoirs déversoirs, les cales. Et puis, j'ai retenu 3 ouvrages majeurs, incontournables du canal, qu'on entend parler dans tout bon ouvrage du canal. On vous parle bien sûr du tunnel du Malpasse. Les ouvrages du Libron, c'est pas Riquet qui les a fait. On est au 19e siècle, mais ils sont quand même uniques et à évoquer. Et ensuite, pour finir la soirée, le soir, on jouera au jeu des questions-réponses, je sais que Jean-Marie aime bien ça, et sinon je vous présenterai l'écluse ronde de Agde. Voilà un petit peu ce que je vous propose pour animer cette soirée dédiée à l'eau du canal et tout à l'heure dédiée au vin de la Malepère, puisque l'association vous conviera au verre de l'amitié au fond de la salle, et c'est pas de l'eau qu'on va boire, c'est du vin de la Malepère. Alors, hein, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques trucs que j'ai mal appuyé sur la mire. Là voilà. Alors, pour évoquer ce projet vieux de 2 millénaires, il avait pour but d'éviter le détroit de Gibraltar. On l'appelait le canal des 2 mers. Auguste, empereur romain, Charlemagne, François Ier, Henri IV y ont songé, mais n'ont jamais pu concrétiser ce gigantesque défi technologique, résoudre le problème d'alimentation en eau. C'est Pierre-Paul Riquet qui va réaliser ce vieux rêve de canal des 2 mers sous le règne du fameux roi Soleil Louis XIV. Alors, me direz-vous, pourquoi relier la mer Océane à la mer Méditerranée avec une voie d'eau? Eh bien parce qu'à cette époque-là, les moyens de communication du royaume étaient en très mauvais état. C'était l'héritage des antiques voies gallo-romaines. Et en hiver, avec la boue, en été, avec la poussière, les ornières se déplaçaient très difficilement. Le transport des marchandises, à l'époque, se faisait exclusivement par bateau. Parce qu'avec des charrettes, évidemment, on avait une capacité limitée, aussi bien en distance qu'en poids. Il y avait aussi une volonté d'indépendance du roi de France de s'affranchir des droits de passage que demandait la couronne espagnole pour pouvoir caboter sur ses côtes. Et puis les voies maritimes sont longues et dangereuses. C'est les pirateries barbaresques sur la Méditerranée, en frange de l'Afrique du Nord, et les aléas météorologiques sur la façade atlantique. Et puis il y a la distance, parce que si vous regardez, quand on doit avec un bateau franchir la distance que vous voyez en bleu, c'est bien plus long, bien plus aléatoire, bien plus compliqué que de passer, s'il y avait une voie d'eau, un chemin qui marche, entre la Méditerranée et l'Atlantique, au niveau de notre région. Alors si j'agrandis encore un petit peu, eh bien on voit qu'entre Bordeaux et Toulouse, il y avait déjà un chemin qui marche depuis longtemps, qui s'appelle la Garonne. Et donc on pouvait naviguer sur la Garonne, même de partir de l'Ariège, au-delà de Toulouse, et descendre jusqu'à Bordeaux, et pouvoir commercer entre l'océan Atlantique et l'Aquitaine. Mais par contre, le souci, mais finalement, il est chez nous. C'est-à-dire comment relier Toulouse à l'Aude et la Méditerranée ici, parce que si on fait un petit zoom sur notre territoire, ben, il n'y a pas trop de place pour faire passer une voie navigable. Il y a certes l'Aude, mais ensuite vous avez la Malepère, on ne fait pas passer un canal. Là, il y a la Montagne Noire, la Piège, les Corbières, et ce fameux cours d'eau que Riquet avait pensé un temps dompter, eh bien c'est le fleuve Artax, imprévisible, incertain, fougueux et avec des crues légendaires, hein, c'est l'Aude et donc non navigable. Alors, le trait de génie de Riquet, ça a été de s'appuyer donc sur, d'aller chercher l'eau très loin, en faisant donc un système de collecte des eaux sur la Montagne Noire, les emmener ici au lieu de partage entre le versant atlantique et le versant méditerranéen au col de Naurouze, et à partir de Bordeaux, à partir de Toulouse, de creuser une cuvette pour remonter jusqu'à Naurouze, 50 km, et ensuite redescendre vers le versant méditerranéen, en évitant d'utiliser l'Aude et en allant jusqu'à l'étang de Thau pour pouvoir rejoindre le nouveau port qui était en construction, qui est Sète. Le canal du Midi va de Toulouse aux Ongloux, c'est-à-dire
sur le sud de l'étang de Thau. Il reste 20 km pour arriver à Sète. On l'appellera le canal royal de Languedoc. À la Révolution française, à la période napoléonienne, on va le débaptiser parce que ça ne pouvait plus continuer à s'appeler canal royal, donc on va l'appeler le canal du Midi. On l'appelle canal des deux mers, à tel point que souvent on fait la confusion. Il n'y a pas si longtemps, à la dernière animation que j'ai fait, il y avait une dame qui était persuadée que le canal du Midi, ça allait de Bordeaux à Sète. Non, le canal du Midi, il va de Toulouse aux Onglouz, c'est-à-dire sur l'étang de Thau, et de Toulouse à Bordeaux, c'est maintenant le canal de Garonne, qui a été débaptisé au XXIe siècle, et qui s'appelait le canal latéral, jusque-là. Pratiquement contemporain au canal du Midi, on a le canal de la Robine, créé donc en 1686 par les États de Languedoc, de l'Aude à Narbonne, chaussée de Mandirac, et plus tard prolongé jusqu'à Port-la-Nouvelle. Et vous remarquez qu'il faut attendre un siècle pour qu'en fait le réseau soit cohérent, et avec le bien nommé canal de jonction, on va faire la jonction avec le canal royal et l'Aude et donc la Robine, et on va ouvrir donc un deuxième axe vers Port-la-Nouvelle, au même titre que Sète et Agde. Alors je fais quand même une petite aparté sur le système alimentaire pour vous expliquer que le baron Pierre-Paul Riquet eut ce trait de génie d'utiliser la montagne noire et sa forte pluviométrie. Non, il ne pleut pas à l'extérieur aujourd'hui, il pleut dans le diaporama, pour vous expliquer que c'est grâce à la forte pluviométrie de la montagne noire que Riquet a su aller chercher l'eau, a su la collecter, la stocker, la distribuer, gérer les excès et les manques, parce que c'est pas tout d'amener de l'eau, mais il faut aussi éliminer les excès, donc c'est tout un art. Et ce sont tous ces problèmes qu'a su résoudre Riquet avec l'aide du fameux Pierre Cammas, le fontainier de la Montagne Noire, en parcourant ici du côté de Revel. Vous avez ici Saint-Ferréol et la Montagne Noire. La Montagne Noire et détecter les ruisseaux et les additionner. C'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Ensuite, le bassin de Saint-Ferréol a été creusé donc, dans la vallée de Vaudreuil pour stocker les eaux du Lodo et additionner des eaux de la Montagne Noire pour pouvoir injecter de l'eau, notamment en période d'étiage, dans le canal au niveau de Naurouse. Ce réseau est remarquable, à lui tout seul, il vaut bien un diaporama d'1h30, donc je n'en parlerai que 30 secondes, pour vous montrer que le système alimentaire du canal, il commence à la prise d'Alzot, du côté de Saint-Denis, dans la Montagne Noire, avec 24 km, il amène l'eau de l'Alzot, la Vernassonne, le Lampi, le Riotor, la Coudrière, le Cantemer, etc. Et il les jette comme quai, soit dans le Sort, soit en le prolongeant jusqu'ici, dans le Lodo. À partir de cette suralimentation produite par la rigole de la montagne et ses 24 km artificiels, Riquet, sans planter un coup de pioche, sans intervention humaine, simplement en utilisant la gravité et les anciens les lits naturels des cours d'eau, et bien du Conquet, il a amené les eaux jusqu'à Pont-Crouzet, et ici, du Lodo, il les a amenés ici pour stocker, et éventuellement les injecter ici au Toumasis. Avec 38 km de plus, et bien de Pont-Crouzet, on passe au passage pour pouvoir prendre un peu de Sort et un peu de Lodo, et on l'amène ici judicieusement au lieu de partage. Et là, toujours sans par gravité, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de siphon, ça marche naturellement, par écoulement de l'eau et ruissellement, eh bien, on l'envoie sur Toulouse vers l'Atlantique et vers Sète, vers la Méditerranée, avec un bief de partage de 5 km. Ça se passe donc au seuil de Naurouse. Vous avez ici la rigole de la plaine qui arrive ici, on décante les eaux et on les injecte juste ici pour pouvoir partir sur Toulouse ou pour pouvoir partir vers Carcassonne. Alors, je voulais quand même l'évoquer dans cette notion essentielle du canal, mais comme je vous dis, le système alimentaire et ses 90 km sont quand même remarquables et valent bien une animation à elle toute seule, sachant qu'on a 90 km de système d'alimentation en eau pour un canal qui fait 240 km de linéaire.
Alors cette histoire, elle commence ici, au seuil de Naurouz, et j'aime bien survoler ce seuil parce que c'est ce qu'on appelle l'isthme gaulois, hein, au sud de la Gaule, de la France. Et ici, d'un seul regard, quand on survole le territoire, ici vous voyez que le col de Naurouz, hein, c'est même pas un col, on l'appelle un seuil. Et bien, vu d'avion, vous voyez que tout est plat. Et pourtant ici, les eaux qui coulent là vont en Méditerranée, en Atlantique, pardon, et les eaux qui coulent là ruissellent dans la Méditerranée. Et d'un seul regard, vous embrassez tout ce que l'homme a inventé de moyens de communication. Je viens de vous montrer ici la Via Aquitania, qui allait de Narbonne à Bordeaux, du temps des Romains, qu'on appelle maintenant RD 6113. Si vous regardez à côté, ben, il y a le fameux canal du Midi qui nous intéresse aujourd'hui et qui a été créé en 1681, mis en service. Juste à côté, le chemin de fer, avec en 1857, au moment de l'ère industrielle, et juste à côté, l'autoroute des deux mers, comme le canal des deux mers, qui est la A61 et qui passe ici à nos pieds. Peut-être un jour il passera un TGV ou un autre moyen de communication, mais si on se tourne vers la colline là-bas d'Élusio, de Montferrand, on a aussi une tour-chape en ruine, qui est l'ancêtre des télécommunications, et juste à côté, un phare de l'aéropostale de 1927 qui servait à guider les Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet et les autres qui partaient de Toulouse au Montauban et qui allaient porter le courrier à Alicante, à Cap-Julie et jusqu'à l'Amérique du Sud. Voilà pour évoquer un petit peu ce riche passé de Naurouz. Et ici, donc, le lieu de partage qui se situe ici, avec la rigole alimentaire qui finit ici, et à partir de là, l'eau part tant à droite, tant à gauche, pour aller vers Toulouse ou les Omblouzes. Alors, pour synthétiser un petit peu tout ça, dans d'autres diaporamas, bien sûr, je vous présente les écluses ou autres, mais ça vous donne une vue essentielle survolée du canal. Le canal du Midi, si on le coupe en tranches, eh il commence avec un bief de partage de 5 km à 190 mètres d'altitude. Avec 15 écluses, on descend une altitude de 58 mètres pour arriver dans la Garonne au niveau de Toulouse, et maintenant le canal latéral. Et de l'autre côté, avec 48 écluses, on dégringole petit à petit jusqu'au niveau zéro, c'est-à-dire au niveau de la mer, dans les temps de taux. Il faut encore 20 km de traversée des temps pour arriver à 7, et donc on a fait les 240 km que j'évoquais tout à l'heure. Alors, tant qu'on est dans les généralités et sur Naurouz, qui est pour moi le début du canal, le canal il a commencé à être creusé en Garonne, à Toulouse, il a été creusé jusqu'à Naurouz, et puis de Naurouz il est redescendu dans notre sens, mais ça c'est l'histoire et la chronologie, mais la logique veut que le canal il commence à Naurouz et il coule tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Alors, on l'évoquera tout à l'heure, mais l'histoire du canal, finalement, elle a commencé le 15 novembre 1662, quand Riquet a écrit à Colbert cette fameuse lettre qu'on évoquera tout à l'heure. En 65, donc, il y a eu les rigoles d'essai qui ont été creusées en 6 mois, ce qui est remarquable pour les moyens de l'époque, et qui montre que déjà Riquet il savait où il allait, il savait ce qu'il avait à faire. Ensuite, au mois d'octobre, donc, c'est l'édit royal de Saint-Germain-en-Laye, du roi de France, en 1666, qui attribue dans le fief à Riquet, mais surtout qui lui attribue l'entreprise, la création, la direction de ce qu'on a appelé la première entreprise de Toulouse à Trèves. Carcassonne ayant été évité au départ, puisque les élus carcassonnais n'avaient pas voulu. En 1767, donc, il y a eu 2 dates majeures. Ça a été l'inauguration de la première pierre au barrage de Saint-Ferréol, le 13 avril 1667, et le 17 novembre, à Garonne, à Toulouse, on a planté la première pierre de la première écluse, qui s'appelle l'écluse de Garonne, qui n'existe plus maintenant, et qui a été le début de cette aventure. Voilà ce que je voulais vous présenter en introduction générale sur le canal et les choses essentielles à connaître. Alors, il faut bien sûr que je vous parle de Riquet, parce que parler du canal sans parler du grand personnage qu'est Riquet, ça serait une hérésie. Donc on va évoquer quand même ce grand homme, et on va encore rester, si vous voulez bien, sur Naurouz et sur l'obélisque ici qui trône au sommet de ce modeste col.
que je vous invite à aller visiter, bien que c'est souvent fermé puisque propriété de VNF, qui n'a pas vocation à faire du tourisme, donc évidemment que c'est souvent fermé malheureusement, mais il suffit de regarder autour pour en voir l'ampleur. Cet obélisque a été érigé en 1827 sur le rocher du Seuil de Maurouze par les descendants de Riquet à la gloire de leur ancêtre. C'est une stèle, une colonne de 20 mètres de haut. Pierre-Paul Riquet est né, semble-t-il, le 29 juin 1604, et on pense plutôt, parce que son acte de naissance n'a jamais été retrouvé, mais tout laisse à croire qu'il est probablement né en 1609. Son père, Guillaume Riquet, procureur à Béziers, siégeait à l'Assemblée des États du Languedoc, et en cette qualité, il s'était opposé en 1618 au projet d'un certain Bernard Haribat, qui pensait faire un canal de Toulouse à Narbonne, le fou. Comme quoi, l'histoire parfois des revanches, puisque c'est le fils qui réalisera ce que le père avait refusé. L'histoire prend parfois de drôles de revanches. La famille des Arricchetti était originaire de Florence, en Italie. Ils s'installent en France depuis le XIIIe siècle, et les Arricchetti deviendront Riquetti, puis Riquet, pour franciser leur nom italien. En 1630, Paul Riquet devient contrôleur dans la ferme des Gabelles du Languedoc, après des études au collège de jésuites de Béziers, l'actuel lycée Henri IV. En fait, il était percepteur des impôts, la Gabelle étant un impôt sur le sel. En 1637, il épouse Catherine de Millau, issue d'une riche famille biterroise. Catherine lui donnera 7 enfants, dont 5 atteindront l'âge adulte, 2 garçons et 3 filles. Jean-Mathias, Pierre-Paul, Catherine, Marthe et Anne. Jean-Mathias, l'aîné, reprendra l'affaire du père, l'œuvre du père, et l'amènera à terme, et l'autre fils sera mousquetaire du roi. Au fil de ses affectations et promotions dans l'administration des Gabelles, Riquet s'installe au pied de la montagne Noire, dans la ville de Revel, magnifique bastide comme vous pouvez le voir. Il gravit les échelons et devient vite sous-fermier de la Gabelle et du Haut-Languedoc et du Roussillon par la suite. Ce métier très lucratif lui permet d'acquérir une position de notable et s'enrichir. Il devient fermier général du Languedoc et du Roussillon et acquiert la fameuse seigneurie de Bon-Repos en 1651. C'est un vieux château situé sur une colline à côté de la commune de Verfeil au nord-est de Toulouse, entouré de 150 hectares de jardins et de bois que Riquet va faire restaurer. Pierre-Paul Riquet a été incontestablement l'homme du canal, que ce soit sur le plan technique, politique et financier. En effet, outre son métier de banquier affairiste et percepteur d'impôts sur le sel, la fameuse Gabelle, il est aussi un remarquable chef de projet et il s'investit à corps perdu dans son idée de canal. C'était un remarquable manager, on dirait maintenant, et chef de projet et meneur d'hommes. Remarquable négociateur, son immense fortune de fermier des Gabelles et sa position sociale bien établie vont lui permettre de convaincre. Il a donc toutes les cartes en main pour faire aboutir son projet. Dans son bureau et son parc de Bon-Repos, il expérimentera ses recherches en hydraulique, études et mise au point des écluses, les déversoirs, les épanchoirs, comme on va voir, les calculs des débits d'eau, etc. Alors, un siècle après, on parlera de la machine hydraulique. Dans la vallée du Giroux, dans la combe de la Garenne, ici, donc dans le creux de son vallon, vous avez le château de Bon-Repos qui est ici, avec l'entrée, et toute cette propriété de Riquet, eh bien, il a appris à drainer, il a appris à collecter, il a appris à gérer l'hydraulique, puisqu'il n'était pas du tout scientifique ni hydraulicien, mais la légende veut que ce vallon ici de la Garenne soit le lieu expérimental où Riquet a acquis les connaissances nécessaires pour pouvoir mener un tel projet. Il consacrera donc les 18 dernières années de sa vie à son projet de canal. En 1662, âgé de 53 ans, ce qui est déjà notable pour l'époque, vu l'espérance de vie du XVIIe, il propose son projet à Colbert par l'entremise de l'archevêque de Toulouse, Charles-François Anglure de Bourlemont.
Et la lettre historique que j'évoquais tout à l'heure, datée du 15 novembre 1662, écrit dans une de ses tours, ici, il écrit « Vous vous étonnerez, monseigneur, que j'entreprenne de vous parler d'une chose qu'apparemment je ne connais pas, mais qu'un homme de gabelle se mêle de nivelage. Il s'agit du dessein, ça veut dire il s'agit d'un projet, d'un canal de communication entre les deux mers, Océane et Méditerranée. » Donc c'est le point de départ du canal et de cette lettre historique. L'aventure durera 18 ans. Il meurt le 1er octobre 1680 à Toulouse, épuisé par la goutte et le paludisme, sans voir son œuvre aboutir et endetté par l'entreprise. J'ai fait un canal pour m'y noyer, moi et ma famille. Il ne restait plus qu'une lieue, c'est-à-dire 3 km, pour faire la jonction 7-Toulouse. C'était du côté d'Argelès-Capestan. Il manquait quelques petites centaines de mètres pour faire cette fameuse liaison. Travailleur infatigable, imaginatif et audacieux, enthousiaste et passionné, doté d'un sens aigu de l'observation et d'un bon jugement, Pierre-Paul Riquet fut un remarquable meneur d'hommes. C'est avec obstination et ténacité qu'il a fait aboutir un des plus remarquables ouvrages du XVIIe siècle, qui ne cesse, 350 ans après, de nous fasciner. Et moi, le déclic, ça a été dans la combe de la Garenne, le jour où j'ai rencontré Pierre-Paul Riquet, alias Gilles Bartholomew, que vous voyez aux côtés d'Étienne, ici à droite, qui est travesti, bien sûr, en Riquet, et qui fait visiter donc, le parc de Bon Repos et le château de Bon Repos. C'était le 15 juin 2013, et depuis, donc, je ne cesse de me passionner par l'œuvre de ce grand personnage, qui est Pierre-Paul Riquet. Et j'ai eu la satisfaction en 2017, et je l'aurai encore cette année en 2019, d'aller faire mes diaporamas conférences sur Riquet dans le château de Riquet. Donc pour moi, c'est un moment d'intense émotion que de parler de Riquet dans son propre château. Voilà ce que je voulais vous évoquer de façon essentielle et rapide sur ce grand homme qu'a été Pierre-Paul Riquet. Donc, sans transition, on va passer donc à la chronologie et l'histoire du canal, donc l'essentiel avec un T, pour évoquer les autres personnages qui ont marqué le canal. Donc on va quitter le monde aérien pour évoquer en quelques minutes la chronologie du canal, pour ne retenir que l'essentiel avec un T. Louis XIV, le roi Soleil, tout d'abord, c'est lui quand même qui a donné son accord pour faire, parce qu'à l'époque, sans l'accord du roi, on ne faisait rien. Un des plus longs règnes de l'histoire de l'Europe, 72 ans, de 1643 à 1715, à la mort de Mazarin en 1661, il s'impose alors comme un monarque absolu. Bien connu pour sa diplomatie et ses guerres pour asseoir son pouvoir en Europe, et sur les 72 ans de règne, il a passé 50 ans à faire la guerre avec ses voisins. Donc pour vous montrer que c'était quand même quelqu'un d'assez belliqueux et prétentieux. Donc il a guerroyé pour asseoir son pouvoir en Europe, sans oublier bien sûr son fastueux et titanesque Versailles. Il a aussi développé l'économie et le commerce, et le canal du Midi en est une des illustrations parfaites. Parmi les autres personnages incontournables du canal, il faut citer bien sûr Colbert, qui a été un très grand ministre, disposant d'une énorme capacité de travail et d'une grande intelligence de l'économie. Il va se mettre au service du roi à la mort de Mazarin en 1661. Donc, 1661, je vous parlais de Riquet, ça va être en 1662. Donc, le projet de Riquet arrive à point nommé pour séduire le tout nouveau roi absolu Louis et son tout nouveau brave roi Colbert. Parmi les autres personnages incontournables, je pense que celui-ci aussi vous le connaissez, c'est François-André aussi, qui était un grand ingénieur qui faisait partie de la commission royale et que Riquet a su recruter dans son staff, dans son équipe. Il a été le principal adjoint de Riquet et après la mort de ce dernier, il a continué à servir la famille des Riquet jusqu'à la fin de la vie. On doit, certainement, vous en avez entendu parler, on doit à son descendant, le maréchal André aussi, une polémique sur la paternité de l'œuvre. Qui a créé, qui a inventé, qui a fait le canal du Midi? Ben, le maréchal André aussi a dit, mais moi c'est mon pépé. C'est André aussi qui a donné la solution à Riquet. Riquet, en fait, il a fait que payer et il a fait le canal. Alors, il s'en est suivi une querelle pendant quelques années, mais
je ne veux pas rentrer dans la polémique, hein. Riquet avait du génie, il n'était pas hydraulicien, il a su s'appuyer avec des gens de compétences. De là à dire que c'est André Rossi qui a été l'inventeur du canal, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Alors, par contre, je vous invite à lire deux ouvrages qui traitent de cette polémique. C'est l'histoire du canal de Languedoc, qui a été écrit en 1805 par les descendants de Riquet, pour contrer les affirmations du général d'artillerie Antoine-François André Rossi, le descendant de l'hydraulicien, et qui s'appelle l'histoire du canal du Midi, paru en 1800. Ce sont deux ouvrages remarquables où on voit vraiment la vie du canal à cette charnière entre les deux siècles. Un autre personnage incontournable et essentiel du canal, c'est bien sûr, et des fois on l'oublie, c'est Vauban. Vauban a été un grand ingénieur militaire, il a largement participé à la réalisation du canal, on va le voir tout à l'heure. C'était un grand admirateur de Riquet, il n'a pas achevé, perfectionné, et j'ajouterai sauvé l'œuvre de Riquet. Et lors de son inspection de 1686, comme on voit dans la chronologie, il déclarait « J'aurais préféré la gloire d'en être l'auteur à tout ce que j'ai déjà fait et que je pourrais faire par la suite. » Quand vous voyez qu'un gars comme Vauban écrit ça, et quand on sait le grand personnage qu'a été Vauban, qui a fait donc cette ceinture de forteresse tout autour de la couronne royale, hein, ce fameux fort Vauban, et qui dit « mais tout ce que j'ai fait, moi, c'est de la rigolade, j'aurais aimé avoir créé le canal », ça montre bien l'admiration qu'il avait pour Riquet. Alors, pêle-mêle et rapidement, quelques autres personnages qu'on rencontre dans cette histoire, c'est bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure, Charles-François d'Anglure de Bourlemont, qui était archevêque de Toulouse et qui va recommander Riquet auprès de Colbert, parce que vous comprenez que le petit inspecteur de Gabelle qui était Riquet à Mirepoix ou à Revel ou à Toulouse, qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse aller dans la grande administration royale à Versailles pour aller rencontrer Colbert, lui tirer à la manche, lui dire hey, « coucou, j'ai un projet, moi j'ai l'idée de faire le canal là où personne ne l'a fait ». Pensez bien ce qui serait fait, virer vite fait, d'arme. Donc c'est grâce à Charles-François d'Anglure de Bourlemont que Riquet a pu avoir les portes ouvertes et qu'il a pu être accueilli et entendu d'une oreille par la commission royale. Le chevalier Louis-Nicolas de Clerville, c'était le prédécesseur de Vauban, ingénieur des fortifications et hydraulicien, et il a fait partie de la commission et il a appuyé le projet parce qu'il a jugé que Riquet avait une idée originale et faisable, et donc il a fait partie des gens qui ont appuyé et soutenu Riquet. Et puis on évoque toujours bien sûr le modeste Pierre Cambas, qui est un fontainier dans la Montagne Noire, et qui a aidé et guidé Riquet, et Riquet a su s'appuyer bien sûr sur des personnages comme ça pour créer son canal. Et il ne faut pas oublier non plus toutes les petites mains qui ont travaillé sur ce chantier de 14 années, 12 000 hommes au moment le plus faste, sur 240 km en 14 ans. Alors c'était plusieurs chantiers, hein, il n'y avait jamais 12 000 hommes au même endroit, hein. Donc c'était des petits chantiers de 200 ouvriers, et par équipe d'une quarantaine, les hommes creusaient à la pelle, à la pioche, à la poudre, et on estime qu'on a consommé plus de poudre pour faire le canal que pour faire la guerre. Donc la poudre c'était le seul, hein. Il n'y avait pas de caterpillar, il n'y avait pas de bulldozer, il n'y avait pas de marteau-piqueur, donc c'était la poudre, la pioche, la pelle, et les femmes et les enfants transportaient dans des paniers en osier et des brancards les terres extraites, parce que la brouette n'existait pas à l'époque encore. Donc je me propose donc de survoler rapidement la chronologie de cette construction. On commence donc le 15 novembre, j'en ai parlé, 1662, avec le mémoire qui est écrit à Colbert en lui expliquant et lui exposant son idée de canal. À ce moment-là, Colbert est séduit, mais évidemment, il y a une commission royale qui est faite, hein, et qui va statuer sur l'expertise et voir si c'est bon. Et vous voyez qu'en matière de lenteur administrative, notre administration républicaine n'a pas fait de progrès par rapport aux administrations royales, puisque déjà à cette époque-là, d'ici qu'on tergiverse, qu'on tourne, qu'on vire, et etc., et qu'on prenne une décision, Riquet a dû ronger son frein et attendre patiemment que ces grands fonctionnaires royaux décident enfin, étudient, et il a fallu de longues années pour qu'enfin
on lui dise, ben ouais, c'est peut-être pas si mal ton truc, mais tu vas te payer quand même une rigole d'essai pour nous montrer qu'effectivement ta théorie est bonne et que tu es capable de prendre un bout de ruisseau de l'Alzot et l'amener jusqu'à Naurouse. Donc, 2 ans de tergiversation, 6 mois pour construire sa rigole, donc vous voyez que lui par contre il savait où il allait, et donc en octobre 1765, donc c'est la consécration de Riquet, c'est la fameuse gravure qui n'est pas contemporaine, hein, mais qui est du 19e siècle, où on voit Riquet en train d'expliquer à la commission royale que ici, à Naurouse, eh bien, quand une source de la Grave jaillit, eh bien, vous avez l'eau qui part vers la Méditerranée, vers l'Atlantique. Donc c'est là qu'il faut commencer le bien de partage des eaux. En octobre 1666, c'est le l'édit royal de Saint-Germain-en-Laye de Louis XIV, qui n'avait pas Versailles encore, et qui ordonne la construction à Riquet et lui attribue un des derniers fiefs de la couronne française, et pas un fief des moindres, puisque c'est un fief qui fait quand même 240 km de long sur 60-80 de large. Donc c'est quand même assez original, et donc on lui attribue ce fief pour qu'il puisse faire le canal, qu'il en devienne propriétaire. La construction de Toulouse à Castelnaudary durera à peu près 8 ans. On commence par faire le système alimentaire, donc les rigoles, le bassin de Saint-Féréol, et on commence à creuser à partir de Toulouse, l'Écluse-Garonne, pour remonter jusqu'à Naurouse, puis redescendre sur Castelnaudary, rapidement mettre en service au fur et à mesure de l'avancement la navigation pour pouvoir commencer à rentrer quelques subsides et pouvoir continuer les travaux. En 1668, voyant que ça se passe bien, eh bien, on va attribuer à Riquet ce qu'on va appeler la deuxième entreprise, et Riquet va pouvoir travailler de Trèbes à Sète. Alors qu'encore en 1666, il y a encore des cartes de André Rossi qui disent qu'à partir de Trèbes, on va rendre navigable l'Aude pour aller faire le port en Narbonne. 1666. L'idée sera abandonnée au moment du creusement, et on préférera continuer de Trèbes à Béziers, puisque vous aviez le nouveau port de Sète qui est en train de sortir des eaux. On construira de Sète, de l'étang de Thau jusqu'à Béziers, dont la partie terminale du canal sera construite assez rapidement, en 1676, et il faudra attendre encore 5 ans pour arriver à creuser de Trèbes à Béziers. Malheureusement, le 1er octobre 1680, Pierre-Paul Riquet décède dans son hôtel de Frescati, dans son hôtel particulier. Il avait le château de Bon Repos pour la campagne et l'hôtel Frescati qui n'existe plus, mais qui est grosso modo à l'emplacement du Grand Rond. Pour ceux qui connaissent Toulouse, c'est aux alentours du Grand Rond qu'il y avait l'hôtel Frescati. Il décédera, et donc c'est son fils qui va reprendre le flambeau de papa et qui va mener à bien le projet dans les derniers mois qui restaient. Et au mois de mai 1681, on va procéder à l'inauguration officielle de la voie de part en part. En 10 jours, on va partir de Toulouse, et chaque fois on s'arrêtera, on ira faire la bamboula à Saint-Papoul, chez l'évêque, on ira voilà, de loin en loin. On ne passera pas à Carcassonne, hein, puisque comme je l'ai évoqué précédemment, Carcassonne n'avait pas voulu du canal, donc on ne s'arrête pas à Carcassonne, et on va inaugurer solennellement ce canal. Et là, c'est la cata. C'est la cata, pourquoi? Parce que Riquet est allé vite, il a fait quelques imperfections, et donc le canal est achevé trop rapidement. On est obligé d'arrêter la navigation, de corriger certains ouvrages, et on va le remettre en service 2 ans après. C'est pour ça que quand on dit que le canal a été fait en 14 ans, pour qu'il arrive à maturité, on va dire qu'il a fallu 20 ans pour faire le canal royal. Alors, en avril 83, donc on va refaire une inauguration, donc ça permet de faire la bamboula et encore de festeger une 2e fois, pas mieux, hein. Et donc on inaugure à nouveau, réception des travaux donc par l'intendant d'Aguezeau, et on remet en service. Et là, c'est recata de nouveau, c'est que ça ne marche pas bien, parce qu'il y a des problèmes d'alluvion, etc. On va l'évoquer tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, on va demander à Sébastien Lepestre, marquis de Vauban, de venir au chevet du canal pour essayer de trouver des solutions pour remédier aux imperfections.
Donc Vauban va étudier le projet et va voir ce qu'il y a lieu de faire, mais ça on le verra tout à l'heure. Très rapidement, à la suite du canal royal de Languedoc, eh bien, en 1670, on va lui faire une petite bifurcation à Toulouse pour pouvoir aller commercer avec la partie supérieure au-dessus du barrage du Bazacle pour aller emmener les barques jusqu'au cœur de Toulouse et au-delà, comme ça on peut monter en Ariège. Parmi les personnages importants, et si vous vous intéressez au canal et si vous visitez des œuvres, comme vous allez à Saint-Féréol, etc., on va vous parler de Jefferson, Thomas Jefferson, Quetzalcoatl. Et bien à cette époque-là, il était ambassadeur des États-Unis, il deviendra le futur président des États-Unis, et donc il était venu voir ce canal parce qu'à l'époque, c'était une gigantesque vitrine d'un savoir-faire technologique que seuls les Français possédaient. Saint-Féréol a été le plus grand barrage masse au monde en son temps. Et donc c'était vraiment, voilà, les Américains, qui étaient une nation montante, venaient s'inspirer par les bonnes œuvres de la France. Donc Thomas Jefferson fait partie des personnages incontournables. Au début du 19e siècle, on commence à prolonger le canal de Sète à Beaucaire pour pouvoir ouvrir un axe fluvial avec le Rhône jusqu'au nord de la France. Et au milieu du 19e siècle, entre 1838 et 1852, on va enfin et laborieusement creuser le canal latéral à la Garonne, qui s'appelle maintenant le canal de Garonne, pour enfin faire un vrai canal des deux mers qui relie l'océan à la Méditerranée. Parce que quand on parle du canal du Midi, hein, je le redis, le canal du Midi s'arrête à Toulouse, il ne va pas jusqu'à Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on est au milieu de l'ère industrielle du milieu du 19e siècle, et c'est l'avènement de la voie ferrée, du chemin de fer, qui se développe partout. Et donc, en France, dans le sud de la France, c'est la compagnie du chemin de fer du Midi qui développe son réseau ferroviaire, la fameuse ligne Bordeaux-Sète, et évidemment, ce canal gêne le développement économique du rail. Donc, qu'est-ce qu'ils font les chemins de fer du Midi? Ils prennent à bail en gérance le canal pour l'étouffer, pour le noyer, pour pouvoir développer le rail. Et donc pendant 50 ans, à la fin du 19e siècle, le trafic fluvial décline, parce que c'est une volonté de la compagnie qui le possède, et par contre le wagon, le chemin de fer se développe. Voyant ça, donc, à la fin du 19e siècle, c'est l'État qui rachète le canal aux héritiers de Riquet, et ça devient un bien national, d'abord géré par les ponts et chaussées, la DDE, et ensuite, donc, à partir de 1991, par VNF, Voies navigables de France, qui gère l'ensemble des voies navigables en France. En 1880, il y a un changement dans la logique, même si Jean-Marie a évoqué peut-être qu'un jour on remettra en navigation des péniches transporteuses de fret. Pour l'instant, depuis la fin des années 80, eh bien, tout ce qui est pinardier, céréalier, etc., tout ce qui est transport de fret a périclité, et actuellement, à part le Tourmente, qui est le seul navire de fret sur le canal du Midi, eh bien, il n'y a plus que du tourisme et du tourisme fluvial sur le canal du Midi, cette longue petite chenille verte qui serpente dans nos contrées. Alors pour faire une petite synthèse par rapport à cette chronologie des canaux, je vous ai fait un petit schéma ici qui illustre donc le canal royal et ses 240 km et ses 14 années de travaux en marron ici, qui fonctionnent depuis la charnière du 17-18e siècle. Ensuite, le canal de Robine, très contemporain, juste après, c'est 31 km. Et puis, vous voyez que le canal de Languedoc, il était quand même précurseur, parce qu'il a fallu attendre un siècle, pour qu'on se soucie de développer d'autres chemins qui marchent. Et donc, on a le canal de Brienne, dont j'évoquais. Jonction et Robine, je vous l'ai montré sur le plan, donc le canal de Jonction avec ses modestes 5 km, il a fallu quand même attendre un siècle. Le canal qui permettait de rejoindre le Rhône et ses 72 km. Les Carcassonnais qui se sont enfin réveillés et qui ont dit mais le canal c'est Trèves qui en profite, et puis nous on regarde passer les barques, donc on va mettre 25 ans pour creuser 8 km.
Ne souriez pas, nous sommes tous carcassonnés. C'est pas parce que nous sommes des incapables, puisque Riquet a fait en 14 ans 240 km, et les Carcassonnais, ils ont mis 25 ans pour faire 8 km. Mais si vous regardez quand est-ce que ça a été fait, c'est au moment de la Révolution française et au moment de la guerre napoléonienne. Donc on avait d'autres choses à faire qu'aller faire le trou de l'Estagnol. Ensuite, le canal latéral qui arrive presque un peu tard, et c'est 200 km, parce que contemporain à la voie ferrée. Et après les deux guerres mondiales, eh bien, c'est l'avènement des voies aériennes et des autoroutes, et donc on aurait pu considérer que l'histoire des canaux était finie. Et pourtant, si vous vous souvenez, dans cette période ici, vous avez les fameux grands canaux maritimes que vous connaissez tous, comme le canal de Suez qui a été mis en service en 1869, qui est quelque part par là, et le canal de Panama qui a été mis en service en 1914. Et là, je vais faire plaisir à Jean-Marie, parce que je sais qu'il doit l'attendre, celle-là. Il y a eu des projets, j'aurais dû le mettre au pluriel, des nouveaux projets d'un canal des deux mers et d'un vrai canal des deux mers. Parce que si vous regardez le canal du Midi, il n'y a jamais eu une galère de guerre royale, il n'y a jamais eu un paquebot, un cargo qui est passé dans le canal du Midi. Et pourquoi? Alors qu'il rejoignent les deux mers. C'est parce qu'il a été construit trop petit. Et il ne permet que le passage de péniches fluviales. Et donc, pendant 60 ans, il y a des gens qui ont porté un projet. Alors, moi j'ai eu la chance de découvrir ça aux archives. Jean-Marie a eu encore plus de chance que moi. Il a fouillé sur Internet et il a l'original, Jean-Marie. Tu as l'original de ce livre de l'illustration de 1931, où le 12 décembre 1931, on fait encore l'apologie du canal des deux mers, parce que à cette époque-là, vous savez, c'est le grand moment des bateaux, c'est plus les voiliers, hein. Ce sont des bateaux à aube, puis après des bateaux à machine à vapeur, etc., à charbon. Et donc à cette époque-là, ben, on commerce toujours avec les colonies, c'est la grande période des empires coloniaux. Et donc, on a ici un schéma qui vous explique, c'est le même schéma que je vous ai montré moi tout à l'heure, hein, où je vous expliquais le canal des deux mers. Mais là, on explique qu'un bateau qui part d'Angleterre, là-bas, ben, pour aller aux colonies aux Indes, eh ben, s'il passait par ici au lieu de passer par là, on gagnerait énormément. Et en termes de défense, c'est pareil. La France a un pôle de défense à Brest avec la marine française qui est garant donc, de l'intégrité du territoire, de l'occupation des mers, la maîtrise des mers sur la façade atlantique, mais il lui faut aussi une autre armée de la marine basée à Toulon pour avoir la maîtrise de la Méditerranée. Et si on avait un canal qui permettait de faire la liaison entre les deux, ben coucou, notre défense serait grandement favorisée. Alors, il y a eu plusieurs projets, je n'en retiendrai qu'un, qui permettaient donc de relier l'Atlantique à la Méditerranée, mais à la fin du 19e, début 20e. Donc là, on n'est plus à l'époque de Riquet à faire des petites écluses et des petits barcottes. Là, on a un canal des deux mers qui relie sur 400 km de l'Atlantique à la Méditerranée, et en 7 écluses. Les écluses de Riquet, elles ont une modeste porte de 4 mètres maximum. Là, on a des portes d'écluses, en une bassinée, on fait une chute de 25 mètres. Donc on n'est plus dans les mêmes ordres d'idées, et on n'a plus que 7 écluses d'un côté, 7 écluses de l'autre. Le canal du Midi, 63 écluses de Toulouse à 7. Alors, les sas de ces 7 et 7 écluses, de ces 14 écluses, sont des sas multiples, parce que là, on fait passer aussi bien des petits bateaux de capotage locaux, dont les petits barcottes ils passent là, et puis quand les plus gros et les grands navires de mer ici passent dans le grand sas. Mais là, on est dans la période du Titanic, on va dire. Hein. Maintenant, notre Charles de Gaulle, il ne serait pas passé là. Comme quoi, on peut réfléchir en disant, bon, c'est bien joli de développer des réseaux économiques et tout ce que vous voulez, mais quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Je veux dire, on aurait fait ce truc dans les années 30, et bien maintenant, avec nos porte-containers et nos Charles de Gaulle, et bien, il aurait fallu soit agrandir, soit passer par ailleurs. Donc comme quoi, autre temps, autre mœurs. Alors, ce canal qui est débouclé, hein, on dit qu'un canal, quand il arrive en terminaison, on ne dit pas qu'il débouche, on dit qu'il déboucle.
Donc le débouquement à l'Atlantique, c'était le bassin d'Arcachon ou Bordeaux, ou même peut-être les deux. Et chez nous, ici, on va le voir, donc vous voyez, il traversait de part en part notre plaine audoise, et là, on n'est plus dans les mêmes proportions que notre modeste canal royal de Languedoc. On a une largeur de tranchée de 150 mètres, hein, c'est plus large que l'autoroute des deux mers qui passe, mais l'autoroute des deux mers, elle passe à fleur. Là, par contre, ça passe dans une tranchée, une excavation gigantesque, avec un plan d'eau qui fait 70 mètres de large au miroir. Le miroir du canal du Midi, c'est 19 mètres. D'accord? La largeur du canal du Midi, 19 mètres. Là, on est à 75 mètres de large, de voie d'eau. Et le tirant d'eau du canal du Midi, actuellement, il est certifié pour 1,40 m. Là, on est à 13 mètres de profondeur d'eau. Donc de la flotte, il en faut. Hein. C'est pas Saint-Ferréol qui aurait fait. Donc vous voyez, c'est toute une logistique, un programme assez lourd. Et puisque nous sommes à Arzens, eh bien, ce canal passait sur la commune d'Arzens, juste devant là. Et comme je sais que Jean-Marie s'intéresse beaucoup à ça, eh bien, monsieur le maire, vous avez dans vos délibérations des années de cette époque-là, une délibération du conseil municipal en faveur du passage de ce canal entre ici et Alzon. On aurait eu une immense tranchée où passeraient les paquebots. Vous auriez vu passer le Titanic, là, vous auriez dit bonjour. Voilà. Bon, je ne sais pas si actuellement, monsieur le maire, on vous soumettait ce genre de délibération. Je ne sais pas si la population accepterait qu'on défigure l'Aude, parce qu'il faut voir que l'Aude aurait été complètement défigurée par une immense tranchée, hein, Carcassonne coupée en deux. Enfin, ça aurait été, vous le voyez là, Carcassonne, vous avez voilà. Le canal du Midi perdure, hein, vous le voyez ici, et on est déjà à l'époque de la voie ferrée, donc il y a une voie ferrée. Alors, au niveau du débouquement en Méditerranée, il y avait plusieurs options. La plus vraisemblable, c'est celle du gros de la Vieille Nouvelle, ici. Et donc, vous aviez un chenal qui était creusé dans l'étang de Bages et de l'Hérault, qui permettait ici de rendre à Narbonne son titre de noblesse de grand port gallo-romain, et il serait devenu un grand port du début du XXe siècle. Et il y avait une option sur Brissat, il n'y avait pas encore les chalets, ou alors sur le chenal de Port-la-Nouvelle. Voilà ce que je voulais vous évoquer rapidement sur la chronologie de construction et l'historique. Ça va? Tout le monde va bien? On va pouvoir passer à des choses plus visuelles et moins scolaires, si vous voulez bien, et parler donc des ponts, des chaussées et des ponts canaux. Alors, je sais que ça va faire plaisir à Bernard, puisqu'il m'a posé la question sur les ponts. Alors, un pont, ça sert à quoi? Ça sert à passer au-dessus du cours d'eau. Et Dieu sait si Riquet a eu des ennuis avec ses voisins, puis ses riverains, parce que quand il a commencé à construire le canal, eh bien, en fait, il a coupé en deux des propriétés. Et les gens, très rapidement, ont commencé à gueuler en disant « Mais attendez-moi, comment je fais pour passer avec ma charrette? Je n'ai pas de barque, je ne peux pas traverser. » Donc, il a fallu qu'il fasse des ponts, alors qu'au début, ce n'était pas prévu. Lui, ce qu'il voulait, c'est faire passer ses barques. Et donc, il a dû faire un certain nombre de ponts. Alors, dans beaucoup de brochures, on vous dit qu'il y a 130 ponts. Les caractéristiques des ponts, c'est quoi? C'est déjà la largeur. La largeur du pont, eh bien, il faut qu'elle soit équivalente à la largeur des gorges d'écluses. L'an dernier, je vous avais présenté les écluses, et les écluses, la gorge, la porte d'écluse, la plus petite, c'est celle de Saint-Martin, à côté de Puchéric, et elle fait 5,35 m de large. Donc ici, il faut que la barque puisse passer 5,35 m de large. Le tirant d'eau, ben, j'en parle même pas, le tirant d'eau, ben, du pont, il faut qu'il y ait autant de tirant d'eau que sur le reste du canal. Donc c'est 1,40 m. Par contre, j'attire votre attention sur le modeste tirant d'air. Qu'est-ce que le tirant d'air? Eh bien, c'est la hauteur ici qu'il y a sous la route qui permet à faire passer un bateau d'une certaine hauteur. Et vous voyez que si on certifie ici qu'il y a 3,30 m, ben ici les 3,30 m, ils n'y sont pas. Hein. Donc soit il faut rentrer la tête, soit il faut mettre un casque, sinon ça ne passe pas. Alors, j'ai voulu quand même en savoir un petit peu plus. 130, ça ne me satisfaisait pas, donc le jour je me suis amusé à les compter. Et pour les compter, je suis allé sur Google, et je suis parti de Toulouse, et je suis arrivé en agrandissant au maximum, pour arriver jusqu'à 7. Et donc j'ai dénoté 126 ponts routiers
comme celui-là le plus gros. Il y a 9 ponts pour la voie ferrée, donc c'est pas Riquet qui les a fait, hein, mais ça a été fait après pour faire passer la voie ferrée. Il y a 3 ponts autoroutiers, et il y a au total donc 138 ponts entre Toulouse et Sète. Et il faut rajouter 22 passerelles piétonnes, un peu comme celle qu'il y a à Varsovie, hein, à Carcassonne, qui ne permettent pas de passer en voiture, mais on peut y passer à pied ou en vélo. Ça fait un total de 160 ponts. Alors, par un simple regard, on peut voir à quelle époque il a été fait. Quand vous voyez des ponts comme ça, avec une petite arche, ben, c'est des ponts avec la voûte romane, hein, c'est du XVIIe, XVIIIe siècle. Ça, c'est le pont de Villesèque-Lande. Et vous remarquez que ces ponts ont un petit trottoir ici qui permet de faire passer le cheval de halage. Donc ici, vous avez un chemin de halage en aile de gauche. Ici, sur le pont de la Rhôde, avant d'arriver à Trèves, eh bien, vous voyez qu'on a fait vite, on n'a pas pris le temps de faire un chemin de halage. Donc, que faisaient les barques allées? Ben, quand elles arrivaient, elles allaient sur l'arrière, hein, continuaient comme ça, on jetait la corde, on allait passer de l'autre côté, et on reattelait, on continuait. Le cheval, il ne peut pas passer sous le pont. Ça, c'est toujours pareil, dans le même esprit, c'est le pont de Puchéry, qui est typique lui aussi du XVIIe, et qu'on voit maintenant en version bateau, hein, puisque j'ai la chance d'avoir fait le canal à pied, pas à cheval, en avion et en bateau, donc je vous montre un petit peu tout. Là, par exemple, à la Redorte, Étienne aurait dû mettre le casque, parce que ça passait juste, hein, 3,30 m. Ici, dans ce magnifique méandre, on arrive à Argeliès, et vous avez là aussi un pont ancien avec un petit chemin de halage. Celui-ci, c'est la bête noire des plaisanciers, actuellement, là, avec leur bateau en plastique, parce que quand ils arrivent là, pour passer, c'est le pont de Capestan. Et celui-là est assez original et anachronique, parce qu'en fait, c'est un pont qui a été fait au XVIIe, qui est caractéristique du XVIIe, avec sa arche, mais il a été remanié et rehaussé en 1986, quand on a essayé, dans un ultime soubresaut de transport de fret, de passer le canal, et heureusement qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on aurait eu un canal complètement massacré, de passer le canal du Midi à la norme Fraissinet, c'est-à-dire d'agrandir les écluses de 30 mètres à 70 et de hausser le tirant d'air des ponts. Alors celui-là, en fait, on l'a démonté, on l'a rebâti ici, et puis on l'a remis en dessus. Bon, ça a son charme, c'est un peu original, mais en fait, ça massacre un peu le pont originel, c'est voilà, original. Voilà. Celui-là, je vous le montre parce qu'il est célèbre, c'est le pont des Trois Yeux, ça ne s'invente pas. Il y a 3 trous, c'est le pont Saint-Joseph de 1733 qui est entre Vias et Agde. Et puis parmi les incontournables et essentiels, c'est bien sûr le site du petit village de Champignon qui est né parce que le canal s'est arrêté là, parce qu'il n'y avait pas encore le canal de jonction et qu'à Charrois, il fallait décharger les marchandises sur le quai du Sommail pour les amener à Aude et les amener à Narbonne. Alors donc c'est le petit pont avec sa couchée et sa chapelle ici et sa glacière qu'on avait évoqué l'an dernier, puisque je vous ai parlé de la navigation l'an dernier. Donc c'est le site du Sommail qui fait partie des incontournables du canal. Les ponts du XVIIe, eh on les voit beaucoup plus bâtis, toujours en pierre de taille bien sûr, mais avec quelque chose d'un petit peu plus élancé, de moins roman, moins arrondi, avec un tirant d'air supérieur. Celui-ci, je l'ai pris pour venir vous voir, puisque quand on vient d'Alzone et qu'on veut traverser et la voie ferrée, et le canal, et l'autoroute, etc., on passe sur le pont de Sainte-Eulalie, avant Villesèque-Lande, tu dois être passé par là. Et vous remarquez que ces ponts étaient construits avec 2 possibilités de chemin de halage. Parce que le problème des chemins de halage unilatéral, comme c'est majoritairement le cas, quand 2 bateaux se croisaient, ça posait quelques problèmes entre bateaux. Donc, dans certains endroits, il y a eu des chemins de halage de 2 côtés. Et puis, je vais vous parler, vous avez tous reconnu, bien sûr, Carcassonne, ici, et je vais vous parler de la tranchée de l'Estagnol, donc, qui a été créée au moment de la déviation des 8 km
de canal de Carcassonne que vous voyez ici, qui arrive vers la gare et le port. On a ici la rue de la Gare, la place Carnot, la caserne du 3e arrondissement, et ici vous avez l'Aude avec le pont vieux, le pont de l'Avenir, le pont neuf, pardon, le pont de l'Avenir et le pont SNCF. Et dans cette tranchée, je vous montrerai tout à l'heure une photo prise de cette passerelle pour voir le pont de la Paix ici. Vous avez ici, sur les allées d'Iéna, le célèbre pont d'Iéna, qui est le plus haut du canal, puisqu'il a fallu faire une excavation de plus de 20 mètres de tranchée dans la colline pour pouvoir amener le canal de l'écluse de Foucault, qui continuait bien plus au nord sur le tracé actuel de notre rocade de Carcassonne, mais qui a amené 8 km de déviation pour amener enfin, en 1810, le canal aux portes de la ville basse de Carcassonne. 2 chemins de halage, ça me fait un petit peu râler la tranchée de l'Estagnol parce que c'est quand même un site remarquable du canal. Je vous rappelle que le canal a été classé au patrimoine mondial de l'humanité et la tranchée de l'Estagnol, c'est une friche absolument épouvantable. Les voies sur berge ont été bouffées par les ragondins et les hélices et ici on n'élague rien, tout est laissé à l'abandon et les vélos, quand ils arrivent, on leur a vendu le mérite d'aller faire du vélo sur le canal du Midi, et quand ils arrivent à l'écluse de Foucault, ils sont obligés d'aller dans la ville parce qu'il n'y a plus la continuité dans l'axe du canal, donc c'est quand même un petit peu regrettable et déplorable. Vous voyez qu'ici on ne peut même plus passer sur le chemin de halage. Ça a été fait de la passerelle de Varsovie, et on aperçoit ici le pont de la Paix avec le boulevard Omer Sarraut qui monte vers Toulouse. Vous voyez qu'il y a 2 chemins de halage ici, la passerelle elle est là-bas dans la tranchée de l'Estagnol. Celui-ci de pont vous le connaissez parce que vous l'avez tous pris, c'est le plus petit pont du canal du Midi. Si votre péniche passe là sans se cogner la tête, vous passerez partout. Là il y a 3 mètres 33 ici, et ici il y a 2 mètres 36. Donc il ne faut pas être bien grand. Hein. Christian, il faut que tu te baisses si tu veux passer. Les grands ne passent pas. C'est le pont que vous passez toujours dessus pour aller à la gare. C'est le pont Marengo à Carcassonne. Ouais. Donc 1810. Ça c'est le pont SNCF. Et tant qu'on parle de la SNCF, celui-là il est entre Alzone et Bram, avec la voie ferrée ici, et ça me permet de vous montrer au passage le canal quand il est en période de chômage, c'est-à-dire qu'il est asséché. Hein. Le canal, en fait, il est taillé en V, avec donc au milieu, comme ça, et là, vous voyez que le niveau est descendu pour pouvoir faire des travaux. Autre voie ferrée, c'est la TVA, qui n'a rien à voir avec les impôts, c'est le train à vapeur de l'Aude, qui s'est développé donc, sur le département de l'Aude de 1901 à 1933. C'est un réseau de 342 km qui n'a fonctionné que 30 ans. Et ici, on est sur la ligne de Moux à Cône-Minervois. C'est un chemin, comme beaucoup d'autres, voies ferrées qui sont transformées maintenant en voies vertes pour les vélos. On a enlevé les rails et on fait passer les vélos. Ça, c'était à côté de Puchéric. Ah, celui-là, vous le connaissez, c'est à côté du pont Rouge, en partant sur la Minervoise vers le pont de Beson, avec son chemin de halage. Et juste un petit peu plus loin, si vous allez vous promener vers le pont Rouge, vous continuez vers la Mijane, et ce pont, je vous le montre parce qu'il est quand même un petit peu original, vous avez ici, c'est pas une porte, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que les chevaux puissent passer d'un côté à l'autre sans avoir à remonter, à redescendre, puisque je vous rappelle que le halage sur le canal du Midi, ça a perduré jusqu'en 1933, avant les automoteurs. Hein. Donc, depuis la création 1681 jusqu'à 1933, eh bien, les bateaux se déplaçaient non pas avec des hélices, mais avec des chevaux et des hommes qui les tractaient. Voilà. Alors, après ces ponts, on va passer à des ponts plus modernes, avec du béton. Et là, c'est la technique du bowstring américain et anglais. C'est un tablier suspendu aux arches par des haubans en béton. C'est très vintage. Ça représente donc les technologies des années 30. Il n'en existe que 2 sur le canal du Midi. Celui-ci qui est du côté de Béziers
et celui-ci que vous connaissez peut-être, qui est tout près de chez nous, qui est à Villepinte. Et donc, l'avantage de ce genre de pont, c'est que les bateaux peuvent se croiser, hein, on ne parle plus de gorge, il n'y a plus 5,35 m, hein, là, les bateaux passent, et en le tirant d'air, pas de souci, tout le monde passe dessous, donc ça c'est celui de Villepinte, et on en a même construit à l'envers, donc le renfort il est en dessous en béton, il remplace un pont du 17e, et c'est un pont qui a été fait en 1937 à La Redorte, oui. Alors, dans les ponts autoroutiers, je vais vous montrer celui de la bifurcation de la 66 qui permet d'aller en Pamiers et en Andorre. Donc là, ce sont des ouvrages modernes autoroutiers. Celui-là, c'est un classique du côté de Port-Lauragais. Vous avez la station d'autoroute ici, de l'aire de repos, et ici, donc, le canal qui passe du nord au sud et donc qui est franchi par ce canal. Alors, parlons maintenant des chaussées, et non pas des ponts et chaussées. J'ai aucun intérêt avec la DDE et les ponts et chaussées. Donc on a parlé des ponts qui permettent de passer d'une berge à l'autre. Et maintenant on va parler des chaussées et des ponts canaux. Alors ça sert à quoi une chaussée et un pont canal? Eh bien ça sert à faire passer le canal au-dessus d'une rivière. Parce que la difficulté du canal du Midi, c'est que comme il va de l'est en ouest, il va devoir suivre en travers tout le versant de la montagne noire à côté sud, où vous avez un bassin versant et vous avez un tas de cours d'eau qui descendent, et le canal, il ne peut pas les suivre, il faut qu'il les traverse. Donc il va falloir faire des chaussées, ce qu'on appelle une paillechère en occitan, paillecheron. Et qu'est-ce qu'une paillechère, Jacques? Eh bien, c'est un endroit où on plante des pêches, c'est-à-dire des pieux, pour pouvoir après construire avec des pierres et à faire l'assise. Le pêche, le pieu, sert à faire la fondation. Et la paillechère, eh bien, elle va servir à... Ici, vous avez l'Orbieu que je vous ai dessiné. Vous avez le canal de Riquet qui arrive ici et qui va franchir le fleuve à fleur en faisant une paillechère, en faisant une chaussée, un barrage. Et à ce moment-là, on passe de l'autre côté. Ça fait partie des imperfections de Riquet. Il avait fait ça parce que ça ne coûte pas cher de faire une paillechère, mais le problème c'est que ça fonctionne très mal, parce que quand il y a en période d'étiage, il n'y a pas assez d'eau et le bief diminue, et quand il y a beaucoup d'inondations, des embâcles, des alluvions, etc., du limon, eh bien ça va dans le canal, dans la cuvette du canal, et ça bouche le canal. Donc le canal ne fonctionnait pas justement à cause de ça. Vauban, quand il s'est penché au chevet de l'œuvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bypass, on dirait en anglais, c'est-à-dire qu'il a fait un pont en aval, de façon que le cours d'eau passe sous le canal et non pas fleur à fleur. D'accord? Alors, en vue aérienne, on le voit très bien, hein. On a le pont-canal de Vauban de 1690, que vous voyez là. L'Orbiel, ben, il arrive de la montagne noire, il passe sous le canal parce qu'il descend, et l'ancien canal de Riquet, donc passait sur la chaussée à fleurs et continuait. Vauban a abandonné cette partie-là, on l'a déconstruit, vous voyez que le canal on ne le voit plus ici. On a laissé la paillechère ici, parce que de loin en loin, il faut pouvoir réalimenter le canal en eau, parce que la montagne noire et le ciel de Maurice ne suffit pas. Sur 183 km, il faut réalimenter un cours de route. Et donc, ça ne fonctionne plus depuis une trentaine d'années. Maintenant, il n'y a que l'Aude qui réalimente. Le Frestel a été entièrement démantelé il y a 2 ans. Et donc, on avait une rigole alimentaire qui permettait de prendre un petit peu d'eau de l'Orbiel et de le mettre dans le bief ici pour recomplir, comme on dit en Occident, hein, pour recompléter, pour refaire le niveau du bief. Alors, pour vous expliquer un petit peu cette subtilité essentielle entre une chaussée et un pont-canal, eh bien, je vous ai fait une vue de dessus et une vue en coupe. Quand on fait une paillechère, on fait un mur en travers du cours d'eau, ce qui fait que l'eau, quand elle arrive, elle est bloquée derrière le mur. Qu'est-ce qui se passe? Il se crée un point d'eau derrière le mur. Ça fait comme une piscine, on va dire, vulgairement. Et le surplus d'eau, parce qu'un cours d'eau, évidemment, il coule, hein, donc ça va retenir, puis ça va arriver au seuil, et ça va se déverser par-dessus la chaussée. C'est le principe de la paillechère. Et donc l'eau passe par-dessus.
Il faut évidemment pas se tromper dans le nivelage. Et le bief arrive à fleur ici, c'est-à-dire que la cuvette du canal, on l'a fait arriver à fleur de la paillechère et ça permet de sauter le cours d'eau à fleur. Hein, la cuvette du canal, je vous l'ai dessiné ici. Problème d'alluvion, comme je vous ai expliqué, ça ne fonctionne pas bien. Ça permet de fonctionner à l'économie, mais ce n'est pas tout à fait correct. Donc, Vauban va déplacer la cuvette du canal pour l'amener plus en aval du cours d'eau, donc à même niveau évidemment. Ça va permettre de dégager de la place dessous et de faire passer avec un pont canal le cours d'eau dessous et la cuvette du canal dessus. À ce moment-là, on ne mélange plus les torchons et les serviettes et on a l'eau de navigation qui passe sur le pont et l'eau avec ses alluvions qui passe dessous. Comme je vous le disais, on va quand même profiter de l'eau qu'il y a là en la prenant sur la partie supérieure, c'est de l'eau claire, puisque les alluvions se déposent toujours au fond. On va capter le surplus d'eau ici et on va l'injecter ici par une rigole alimentaire. Vous avez compris? Ben, vous avez compris le principe de la chaussée et du pont-canal. Alors ici, c'est celui de l'Orbieu. La même histoire, je pourrais vous le répéter sur plusieurs sites, mais je n'en prendrai que deux, parce que sinon je vais vous lasser à force. Mais celui-ci est assez significatif. Maintenant que je vous ai donné les pistes, si vous ajustez bien vos lunettes et si vous regardez bien, vous allez avoir ici le canal et vont apparaître sous vos yeux le canal de Riquet et la déviation de Vauban. Et ici, vous avez la Cesse qui coule ici, qui est parallèle au canal de jonction que vous voyez ici et qui va se jeter dans l'eau. On est ici donc au pont-canal de Vauban, de la Cesse. Alors si on prend le plan d'époque, hein, ce n'est pas de l'autocad, mais c'est de la plume et de l'encre, on va voir la différence d'évolution. Et là, on va agrandir, si vous voulez bien, comme ça on verra mieux. Vous avez ici le bief du canal qui arrive ici, qui passe à fleur du barrage, qui passe de l'autre côté et qui continue. La Cesse arrive ici. Vous avez la paillechère qui fait une piscine ici, et ça repart de l'autre côté. La Cesse descend comme ça. Ici, vous avez remarqué qu'il y a Niquet, c'est pas une faute d'orthographe, c'est pas Riquet. Niquet, Antoine de Niquet, était un ingénieur hydraulicien qui a travaillé pour Vauban. Alors des fois, il y a des gens qui le modifient. Hein, si vous allez voir le pont de l'Arbre d'Horte, il y a quelqu'un qui a modifié, qui a changé. Il dit, mais Niquet, mais ils se sont trompés. Attends, celui qui a fait le canal, il s'appelle Riquet. C'est une erreur, je vais modifier. Et donc, il a mis un R. Il a mis Antoine Riquet, a fait ça. Donc, c'est assez comique. C'est bien Niquet, Antoine Niquet. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a abandonné, vous voyez, ruine de la chaussée de Niquet. Ici, vous avez ancien lit du canal. Alors, lit, normalement, c'est un vocabulaire qui est réservé aux ruisseaux naturels. On parle de lit d'un ruisseau naturel et un canal a une cuvette. Donc, la cuvette du canal, la voici. Elle passe au-dessus du pont-canal de Cesse. Donc, ça, c'est le pont de Vauban, ici, et ça continue. Mais par contre, on réalimente en eau, parce que là, je vous signale, on est à Mirepissé, du côté du canal de jonction, etc., après le Somail, et là, on est sur le Grand Bief. Et le Grand Bief, il fait 54 km de long. Donc, de la flotte, il a un forêt sur 54 km. Donc, ici, on a une rigole alimentaire de Cesse, c'est-à-dire une rigole remettant de l'eau dans le canal, en prenant ici sur une chaussée, c'est-à-dire on a barré, on prend de l'eau claire ici, non chargée d'alluvion, et on l'injecte ici pour recomplir le Grand Bief. Et là, de l'eau, il y en a besoin. Alors maintenant que vous avez les explications, eh bien vous voyez ici la Cesse qui descend ici, et le pont, et la déviation de Vauban. L'ancien tracé, vous le voyez ici, et la rigole alimentaire, vous la voyez ici, et ici donc on injecte de l'eau dans le bief. On verra tout à l'heure les penchoirs des Patias, donc je vous le localise là. Ici, c'est un port qui s'appelle Port Robine. Attention, c'est un faux ami. Le canal de la Robine, il part de l'Aude et il va jusqu'à la Nouvelle en traversant Narbonne. Et ça s'appelle le Port Robine, mais qui n'a rien à voir avec le canal de la Robine. C'est un port moderne avec des bateaux en plastique. Et ici, vous avez la ruine
je pense que j'ai une entrevue, voilà. Et ici, on voit mieux l'ancien tracé du canal royal. Non, pardon, qui fait ici et qui vient ici, comme ça. La chaussée de Nuquet, ici. Voilà. Alors cette histoire, je pourrais vous la raconter sur pratiquement tous les ponts qu'a fait Vauban. Donc une fois que vous en avez vu deux, ben, les autres ils sont pareils. Donc je ne vous montre que celui que Riquet a fait. Il en a fait 3 de ponts canaux. Le reste, il a traversé avec des chaussées. Le plus célèbre, c'est celui qui a la sortie de Parasa, avec cette magnifique épingle à cheveux. C'est le pont du Répude de 1680, qui est un pont classé monument historique depuis 1942. 3 ans de travail pour 400 ouvriers, et ça permet de passer au-dessus du Répudre, que vous voyez dessous, qui est un affluent de l'Aude. Riquet n'a fait que 3 ponts canaux, le Répudre, que vous voyez ici, l'Aiguille à Puchéric et Jouard à Homs. Plus tard, au XVIIIe siècle, 19e, pardon, on a fait cette stèle pour commémorer le plus vieux pont canal au monde actuel, puisque le premier est italien, mais il a été démantelé, il n'existe plus. Donc celui-ci est le deuxième, et le premier, et le seul, le plus vieux pont canal au monde. C'est le Répudre. Voilà. Alors évidemment, pour aller le visiter, il faut se le gagner, parce qu'évidemment, il n'y a aucun panneau indicatif touristique, il n'y a pas de parking pour se garer, on ne peut rien voir, donc c'est un petit peu déplorable. C'est quand même Cocorico, le plus vieux pont canal au monde, encore en service. Et si vous voulez aller le voir, eh bien, il faut se garer ici, il n'y a même pas de parking, et il faut aller le voir à pied, et il n'y a aucune explication pour le voir. Le pont de Jouard, il est quelque part par là, donc à côté de l'étang de Jouard et de l'écluse de Jouard, et l'aqueduc de l'Aiguille, il est ici, à côté de l'écluse de l'Aiguille, de l'étang de Marseillette à Puchéric. Ensuite, il faut faire un bond dans le temps pour arriver donc, au milieu du 19e siècle, où on va construire un des derniers ponts en pierre. C'est le pont canal sur l'Orbe à Béziers, avec ses 7 arches, 142 mètres de long, 12 mètres de haut. C'est l'œuvre de Urbain Maguès en 1858. Regardez, c'est un pont magnifique. Et c'est un pont ultime, je dirais, puisque en 1858, on est en même temps que la création de la voie ferrée. Donc ça permet un petit peu de sauver le commerce fluvial. Enfin, il y a le train qui arrive contemporain ici, et ça permet de faire une déviation sur Béziers. Et un des derniers grands ouvrages notables installés, il ne date que de 1984, 500 tonnes à vide, c'est un pont entièrement métallique qui a été placé d'un seul tenant, donc on a déplacé 500 tonnes et on les a mis en travers de ce que vous voyez en dessous, qui est la rocade de Toulouse. Et donc on a enjambé en 84, on a fait passer la rocade dessous, et c'est un pont métallique de 500 tonnes qui a été jeté au milieu. De part et d'autre, vous avez des bâtards automatiques, parce qu'évidemment, si jamais il y avait une fuite ou quoi que ce soit, ben les voitures qui passent sur la rocade en dessous, elles vont faire le loup-loup. Donc il y a un système de sécurité qui permet de fermer le bief partiellement. Alors, on va passer maintenant aux épanchoirs déversoirs, qui font partie aussi des éléments essentiels de l'hydraulique, qu'il faut quand même expliciter aussi. Alors, on va commencer par un schéma, comme ça au moins tout le monde comprendra ce que c'est qu'un déversoir épanchoir, déversoir. Alors, le déversoir, ça sert à quoi? Ben, le problème d'une cuvette, c'est que quand vous la remplissez d'eau, tant qu'il n'y a pas trop d'eau, ça va, ça passe. Mais il ne faut absolument pas que ça déborde. Parce que si ça sort à l'extérieur de la cuvette, ça déborde et les voisins ne vont pas être contents. Les riverains vont gueuler. Donc il n'est pas question que ça déborde. Donc il faut faire un système de régulation automatique qui va permettre, si le niveau dans la cuvette monte au-delà de ce seuil, qu'est-ce qui se passe? À cet endroit précis où on a mis un déversoir, eh bien l'eau va se déverser à l'extérieur de la cuvette pour éviter que ça déborde sur les berges. Ça, c'est automatique. Quand ça monte trop, ça déborde. C'est le principe dans votre lavabo de salle de bain, du petit trou qui est une sécurité. Si vous remplissez trop le robinet, ça monte, et ça se déverse, et ça s'évacue, ça évite que vous inondiez la salle de bain.
Si le niveau diminue, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça passe plus au-dessus et ça se régule. Donc le déversoir, c'est un système automatique de régulation qui évite qu'il y ait trop d'eau. C'est simple, tout le monde a compris. Déversoir. Maintenant, l'épanchoir. Mais l'épanchoir, c'est pas tout à fait pareil. C'est complètement différent, mais c'est souvent juste à poser. C'est pour ça qu'on parle toujours déversoir, épanchoir, déversoir. Et si vous dites c'est l'épanchoir des Pastias, non, c'est l'épanchoir déversoir, parce qu'il y a les deux fonctions, l'une à côté de l'autre. On va le voir tout à l'heure. Et l'épanchoir, en fait, ça nécessite une intervention humaine, du jus de coude ou électrique, un moteur électrique, où on appuie sur un bouton, et à ce moment-là, au fond de la cuvette, vous avez une porte guillotine qu'on va pouvoir ouvrir et calibrer, comme dans un robinet, la quantité d'eau qu'on veut voir évacuer. Si je veux vider le bief pour pouvoir faire des travaux, je vais ouvrir à fond, je vais arrêter l'alimentation en amont, et le bief va s'assécher, je pourrai faire les travaux. Ça sert à ça. Si je veux envoyer de l'eau dans une certaine direction, c'est un robinet, un épanchoir. Et ça nécessite une intervention humaine. Alors évidemment, le plus célèbre des épanchoirs déversoirs, que vous voyez dans tous les manuels dédiés au canal, c'est bien sûr l'épanchoir déversoir de l'argent double, ici. Alors en période arborée, vous voyez que c'est un peu difficile de le voir, donc on va l'approcher ici. Alors, si vous vous garez ici, vous allez à pied pour arriver ici. Ce que vous voyez là avec ces arches, eh bien c'est la continuité du chemin de halage pour que les chevaux puissent passer au-dessus du déversoir sans se mouiller les papates. Et donc on va passer dessus. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est bien sûr l'épanchoir qui est ici et le déversoir qui est sur tout le long. Et vous voyez que là, le déversoir, il est assez large, puisque sous toutes les arches que vous voyez ici, ben, si le bief monte au-delà du seuil, ça va dégueuler, ça va passer en dessous, et ça va aller se jeter dans l'argent double qui est en dessous. Donc le déversoir, c'est tout ça. Et l'épanchoir, on va le voir ici, c'est cette pièce-là. Donc si je vais de l'autre côté, le déversoir, c'est le seuil qui est à fleur ici. Si l'eau est trop haute, ben ça se dégueule. Les chevaux, ils passent au-dessus, ils ne se mouillent pas les pattes. Et ici, ben c'est la bonde de fond de votre baignoire. Hein. Quand vous êtes avec la baignoire, vous ouvrez la bonde de fond, vous vidangez votre baignoire. Et bien là, avec cette manivelle ici, si j'ouvre la porte guillotine qui ferme cette fenêtre, l'eau va s'évacuer, je vais vider le bief, je pourrai faire les travaux. Donc voilà, l'épanchoir, c'est que ça, le déversoir, c'est tout le long. Donc ça fait partie des organes essentiels du canal, hein, c'est pour ça que je vous le montre. Ici, donc à la sortie de la Rodorte, vous avez ce pont, le canal qui passe au-dessus de l'aqueduc ici et qui continue. L'an dernier, je vous avais montré la dînée où on s'arrêtait à midi pour casser la croûte ici. Et ici, vous avez le cours de l'eau de l'argent double. À la cesse, ben, c'est la même chose. On a vu tout à l'heure le pont et la déviation ici. Eh bien, l'épanchoir déversoir des Papias, le voilà. Alors là, on est dans le Grand Bief. Donc quand on veut vider la baignoire, il y a 54 km de baignoire à vider. Donc des traucas, il en faut. Hein. Et donc vous voyez que là, il y a plusieurs épanchoirs et le déversoir, donc en cas de sécurité. Celui des Plétates, par exemple, qui est à Capesta, eh bien voilà, vous voyez que là, le bief est un petit peu bas, puisqu'il peut monter jusque là. Et quand l'eau arrive à fleur, ici, c'est que ça déborde, et donc ça s'évacue en dessous. Donc ça, c'est le déversoir, ici. Ça se déverse dans ce truc-là, et ça va se jeter dans la rivière qui a en contrebas. Et l'épanchoir, le voilà, c'est les trois manivelles qu'on ouvre pour vidanger. Autre organe essentiel que je voulais vous présenter aussi, c'est la cale. Vous m'avez posé quelques questions de problèmes. Alors, la cale, on ne l'envoie pas d'avion, hein, parce que c'est petit, donc il a fallu vraiment que je fasse le canal à pied ou en bateau pour me dire, mais qu'est-ce que ce tas de pierres qu'il y a sur le bord. Je ne comprenais pas à quoi ça servait ça. À quoi ça sert? On m'a dit, ça s'appelle une cale. Et ça sert à quoi? Où? Bah, ça y passe. Alors, bon, j'ai puisé un petit peu dans quelques bouquins. Vous voyez que des fois, c'est un petit peu surélevé.
Et puis, et surtout, quand la mienne à Béteil, à côté d'Alzone, était asséchée, je suis allé la voir de plus près. Donc ça, c'est la cale qui est juste en amont de l'écluse de Béteil, à Alzone. Et donc, vous voyez ici qu'il y a comme une espèce de cuvette. Et ici, il y a un petit ruisseau qui arrive et qui se jette dans une trompe-glace. Bon, ça n'a pas trop avancé à grand-chose. Ici, vous avez le canal qui est en période de chômage, donc qui est asséché. Et donc, j'avais toujours pas compris à quoi servait une cale. Est-ce que vous voulez savoir à quoi sert une cale? Non, vous ne voulez pas? Bon, alors j'arrête. Alors, à quoi sert une cale? Le problème du canal, je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il va traverser perpendiculairement des cours d'eau. Et il va bien falloir les traverser. Et le bief, il faut qu'il reste bien à plat. Hein. On ne peut pas faire un torrent avec des cailloux, etc. Donc, si vous avez un petit ruisseau comme ça qui arrive perpendiculairement, et qui veut traverser, parce que l'eau, de toute façon, il faut qu'elle passe. Hein. Si vous ne faites pas passer, ça va déborder, etc. Donc, il va falloir qu'elle passe. Mais le problème, on en revient toujours pareil, c'est que l'eau de ruissellement, elle est chargée d'alluvions. Et si vous jetez un petit ruisseau dans le canal, qu'est-ce qui se passe? C'était le problème justement de Riquet au départ, c'est que le ruisseau va amener des alluvions, et les alluvions, c'est l'attraction terrestre, ça va aller au fond de la cuvette, et ça va colmater la cuvette du canal. Et on ne pourra plus naviguer. Et à tout moment, il faudra sécher le bief, il faudra curer pour remettre en eau avec le bon tirant d'eau. Donc ça ne peut pas marcher. Aussi en Empire. Aussi en Empire. Ouais, je l'ai entendu. Alors, oui, pour finir mon explication, l'eau, quand même, il faut qu'elle traverse, hein, parce que, donc, de l'autre côté, c'est le principe du déversoir. Hein. On fait une cale, on fait un déversoir, et l'eau qui arrive ici, elle remplit le bief, et s'il y a trop d'eau, ça va de l'autre côté, et ça fait saler. Voilà. Alors, le principe de la cale, c'est que le lit de la rivière, qui veut traverser le canal, eh bien, au lieu de le faire tomber dans le canal, on va faire une fosse de décantation, juste avant, ça s'appelle une cale, qui va amener l'eau par gravité avec les alluvions, et cette eau et ces alluvions vont se jeter dans la cuvette, comme vous avez vu tout à l'heure à Béteil, une grande cuvette, où alors évidemment, ça c'est pas fait pour le Fresquel, ou pour l'Orbe, etc. C'est fait pour des petits drains, des petits ruisseaux, qui fonctionnent quand il y a beaucoup de pluie. Si vous allez à Béteil, vous verrez que le petit ruisseau, c'est un petit fossé, qui est pratiquement sec tout le temps, mais quand il pleut, il y a de l'eau et des alluvions qui arrivent. Et bien cette eau et ces alluvions qui arrivent, elles vont se déposer au fond de la fosse, au fond de la cale. Les alluvions, par gravité, vont rester au fond, et l'eau, quand ça sera plein ici, ça va se déverser dans le canal, mais là c'est de l'eau propre, hein, de l'eau décantée. Donc c'est le principe de la cale. Alors celle-là, vous l'avez au pont de Rocle, en allant de Coessozens à Pezen. Et celle-là, vous l'avez à Puchéry. Vous voyez, c'est des petits ouvrages un peu, bon, pas très importants, mais qui ont leur importance pour éviter que le canal ne se colmate. Alors, autre ouvrage important, qui ont été importants avant l'invention de la machine à laver, ce sont les lavoirs. Malheureusement en ruine, parce que maintenant, c'est plus trop entretenu. Donc souvent, vous voyez ici, c'est noyé. Là, c'était là que nos lavandières se mettaient donc, devant le truc, avec le battoir, et nettoyaient les draps. Hein. Voilà. Alors celui-là, c'est le pont, celui était à Villepinte, celui-ci, c'est l'écluse de guerre, celui-ci au Tréboul. Et vous voyez qu'il y en avait partout. Et vous voyez que des machines à laver, et des lavandières, il y en avait pas mal. Et ça devait déjà casser, là, et ça devait refaire le monde. Et ça devait être assez folklorique. Malheureusement, bon, c'est en béton, c'est peut-être pas très joli, là c'est à Villepinte, mais ça nécessiterait quand même un entretien. Et c'est l'éternel problème des ouvrages du canal, c'est que, évidemment, c'est patrimonial, c'est touristique, mais bon, il n'y a personne trop qui les entretient, c'est un petit peu dommage. Et vous voyez qu'il y en avait, et qu'il y en avait beaucoup, comme quoi hein, tout le monde venait faire sa lessive. Vous voyez, en période de chômage, ça permet de voir un petit peu ce que c'est. Finalement, c'est un cube en béton, avec des machines pour faire le battoir devant, hein, tout simplement. Celui-là, c'est celui qui a à Bram. Bon, il y en avait tout petits, hein. Là on est à... je ne sais plus où on est là d'ailleurs, je ne vais pas noter. Et puis,
Celui-ci, alors c'est dommage que je ne l'ai pas vu, je pense qu'elle n'est pas venue, Colette. C'est le seul endroit sur le canal du Midi où vous pouvez voir encore une lavandière du 21e siècle. Parce que j'évoquais tout à l'heure Colette de Nat, qui est la bibliothécaire de Ville-Seckeland et qui m'avait demandé donc, de m'intéresser au canal vu du ciel. Et de temps en temps, pour le fun, elle fait sa lessive devant ce lavoir qui est devant chez elle. Et j'espère un jour pouvoir la capturer dans mon appareil photo. Et voilà, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, sinon je l'aurais dit. Pour finir dans les ouvrages essentiels, et oubliés malheureusement, et mal entretenus, il faut savoir que tout à l'heure, lundi dernier, avec mon ami Egon, on a parlé d'énergie, donc tu nous as parlé de charbon, tu nous as parlé de pétrole, tu nous parles de l'hydrogène. Mais à l'époque, eh bien, comment ça fonctionnait l'énergie? Celle-là, tu l'as oublié, Egon, lundi. C'est l'abreuvoir pour les bêtes de somme. Et donc là, le carburant des mulets, des bœufs, c'était l'eau. Et donc ici, vous avez des abreuvoirs qui sont dallés, parce que sinon, quand les bœufs ou les mulets chaoupinent dans la boue, eh bien, ça abîme la berge. Donc c'est parfaitement dallé pour que les bêtes de somme qui travaillent dans les champs puissent descendre. C'est pas un truc pour mettre à l'eau les bateaux, comme on voit dans les ports modernes. C'est simplement des abreuvoirs qui sont, celui-ci c'est celui qui a à Herminis, c'est un des rares qui est dans un état à peu près correct. Et c'est bien dommage aussi parce que ça commence à disparaître un petit peu du patrimoine. Alors, il y a deux ouvrages que je voudrais vous montrer encore. C'est le tunnel du Malpasse, qui est quand même quelque chose de mémorable, le plus ancien tunnel fluvial au monde, qui se situe entre... donc vous avez Fonserrane ici, vous avez Argeliès, bon on l'a vu, et ici le canal du Midi se termine ici, au phare des Onglouz, et ensuite on arrive à Sète. Alors je vais agrandir un petit peu pour mieux voir. Vous avez les écluses de Fonserrane, l'entrée de Béziers, ici donc l'oppidum d'Anserune, Poye, Capestan, et ici vous avez une colline que Riquet devrait franchir pour pouvoir rejoindre ces écluses de Fonserrane. Alors, en 1679, les travaux de creusement du canal arrivent devant la colline d'Anserune, au dit le Malpasse. On a ici l'oppidum d'Anserune, on fait le tour de l'oppidum, et ici, on fait donc une tranchée de 700 mètres et un tunnel de 170 mètres. Riquet prévoit de construire un tunnel dans un sol fait d'un tuf sablonneux, plutôt que de traverser l'Aude, comme le demandait le chevalier de Clerville. Le terrain ayant tendance à s'ébouler, Riquet reçoit l'ordre de s'arrêter, d'attendre les commissaires royaux. Et Riquet, comme il a quand même une force de conviction et de caractère, on lui interdit de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait en secret, de nuit, avec donc son maître maçon Pascal de Nissa, pour montrer la faisabilité du projet et mettre la commission royale devant le fait accompli. Vous ne vouliez pas que je le fasse? Eh bien regardez, je l'ai fait et ça marche. Et donc la galerie est creusée en moins de 8 jours dans une voûte cimentée. Et quand enfin l'intendant du roi d'Aguesseau arrive, Riquet lui fait visiter le tunnel à la lueur des flambeaux en lui disant « Voyez, vous ne voulez pas que je le fasse, et regardez, c'est fait et ça marche ». Donc il a mis les gens devant le fait accompli et il a fait cette tranchée qui est le plus vieux tunnel fluvial au monde, qui est une réussite donc du côté de Colombier à la voûte du Malpasse. Alors, si on se rapporte là à côté, vous avez le champ du soleil de Montagny, que je me plais à vous montrer parce qu'il est quand même assez caractéristique, et le canal passe là-bas au fond. Et alors il y a quelque chose qui m'a intrigué quand je suis allé voir au sol, parce qu'une fois que j'ai vu les choses en l'air, j'aime bien aller les voir de près et comprendre. Et là il y a quelques trucs, je me demandais à quoi ça servait ce monumental truc là qu'il y avait là, une espèce de rampe là pour monter. Et vous avez le canal qui arrive comme ça, donc on est en rive droite, et ça sert à quoi? Les chevaux ne passaient pas dans le tunnel. Certaines devaient avoir peur, certainement, puis c'était un peu, bon, s'ils tombaient, bon. Donc, vous allez voir, il n'y a pas de chemin de halage, il y a interruption du chemin de halage. Et s'il y a interruption du chemin de halage dans la tranchée, les chevaux qui arrivent jusqu'ici à l'entrée du tunnel, le postillon le fait monter au-dessus, il passe au-dessus de la colline et il redescend de l'autre côté. Vous allez me dire, le barcode, qu'est-ce que
De l'autre côté, là on est en rive gauche, rive droite, hein, vous avez le cheval qui monte ici, et ici vous avez un matelot qui saute, et avec une corde sur le petit trottoir étroit, dans les 170 mètres du tunnel, il tire au jeu de coude. Le cheval passe par-dessus, et de l'autre côté du tunnel, au passage je vais vous faire remarquer que vous avez le tunnel de la SNCF qui passe sous le canal, et en dessous, 30 mètres en dessous, vous avez le drain d'assèchement de l'étang de Montagny. Et donc le cheval, il monte par ici, il reprend le chemin, il descend, et ici, il repart de la rive droite, il repart en rive gauche. Là, il y a changement de rive pour le chemin de halage. Si je regarde la photo plus près, donc je n'ai pas encore celle-là, voilà. Ici, donc, le matelot, il traverse à pied, et à la sortie, ici, voilà, de l'autre côté, voilà, le chemin de halage, ce coup-ci, il est en rive gauche. Et ça permet donc de continuer jusqu'à Béziers. C'est un des rares sites où vous avez une possibilité de visiter avec des explications, etc. Et vous avez ici la maison du Malpasse, avec donc une office de tourisme qui vous renseigne, parce que c'est quand même un des sites les plus visités, avec les écluses de Fontserrane que j'avais évoquées l'an dernier. Et pour finir, je voudrais vous présenter les ouvrages du Libron. Les ouvrages du Libron, ça fait partie aussi des choses essentielles du canal. C'est pas Riquet qui l'a fait, mais ça a été quand même un sacré défi technologique. Donc le Libron, ça se situe où? Ça se situe entre Port-Iragne et Agde, sur la partie où le canal est la plus basse, puisque je vous rappelle que le bief qui va de Port-Iragne à l'écluse ronde de Agde, c'est le bief le plus bas du canal. Il est à 1 mètre d'altitude. Je vous ai dit que le tirant d'eau du canal était de 1,40 m, ça veut dire que le fond de la cuvette ici est plus profond que le niveau de la mer. Et ensuite, à partir de cette écluse ici, on remonte dans l'Hérault et on va vers Sète. Alors, cet ouvrage du Libron, le Libron c'est un oued qui fait 40 km à peu près, qui est à sec pratiquement tout le temps, sauf quand il y a les fameux épisodes cévénols de pluie torrentielle, essentiellement en août et en octobre. Donc tout le reste du temps c'est à sec, et à ce moment-là, eh bien, il y a un torrent de limon qui déborde, qui arrive, et qui noyait, qui colmatait, qui jetait les alluvions dans cette partie du canal qui est vraiment très près et très proche de la mer. Et là, il n'est pas question de faire un pont canal, parce qu'à 1 mètre d'altitude, vous ne faites pas passer un canal par-dessus avec un pont canal. Et donc, en 1858, on a fait les ouvrages du Libron. Il y a eu plusieurs projets. Celui-ci, par exemple, en 1753, c'était le projet de Villarose, qui consistait à faire tout simplement le principe de la porte busquée que je vous avais présenté l'an dernier. C'est-à-dire, c'est des portes d'écluse qui s'ouvrent comme ça, et donc qui sont ouvertes tout le temps. La navigation se passe, et le Libron est à sec. Et quand il y a une pluie torrentielle, on ferme la porte, et à ce moment-là, quand l'eau en furie arrive là avec le limon, etc., eh bien, les portes fermées, busquées, protègent l'ouvrage de part et d'autre. C'est merveilleux. Mais le problème, c'est que la navigation est interrompue pendant toute la durée de la crue. Et puis c'est un peu compliqué, donc ça n'a pas eu lieu. On a fait donc, une dizaine d'années après, en 1760, un premier aménagement, en faisant arriver tous les lits, parce qu'il y avait plusieurs deltas sur le Libron, et on les a fait arriver sur le principe du radeau du Libron de 1767, qui était un bâtiment, un bateau qui était garé ici, et qu'on pouvait mettre en travers du lit. Ici vous avez le canal, et ici vous avez le Libron qui se croisent perpendiculairement. Alors, comment ça marche? Évidemment, je ne peux pas vous le montrer puisque ça n'existe plus, mais je vous ai fait une petite illustration. En coupe, vous aviez le bateau qui était garé là, donc voici le tirant d'eau et le canal, et ici vous avez un bateau, et quand il y a une crue, on vient le mettre, on vient le coincer dans le pont ici, on monte de part et d'autre des ridelles,
Ça permet de faire une cuvette. Et quand les eaux de l'orage arrivent en furie, qu'elles passent sous l'arche et qu'elles noient tout le truc là, eh bien, le Libron est séparé du canal et il n'y a pas d'alluvions qui vont dans le canal, c'est sauvé. C'est simple, c'est ingénieux. Je vais vous le montrer en vue, après la coupe, je vous le montre en vue de dessus, en vue aérienne. Donc le barcote, il est garé là toute l'année. Quand il y a un orage quand Stéphane Collado annonce une météo défavorable, et bien vite, on va mettre le barcote en travers. Alors évidemment, il est rigoureusement bien ajusté. Hein. On va monter les ridelles de part et d'autre, et à ce moment-là, quand les eaux arrivent en crue, ça passe au-dessus, et on sauvegarde l'ouvrage. Re-ennui, là aussi, comme dans le projet de Villarose, c'est que pendant la crue, la navigation ne passe pas, ça ne marche pas. Donc c'est bien, ça a fonctionné de 1767 à 1807, ça a fonctionné quand même un siècle. Et au bout d'un siècle, Urbain Maguès a fait, donc en 1858, le seul pont-bâche au monde, c'est le pont-bâche unique du Libron. Alors, c'est un ouvrage majestueux, qui a le mérite d'être bien agrémenté pour les touristes pour expliquer comment ça marche. Je rêve un jour de le voir marcher, mais j'en doute fort, parce que c'est quand même quelque chose d'assez majestueux, qui est assez visité, parce que comme il est sur la côte, hein, les gens ils vont voir Fonserrane, ils vont voir le Malpasse, et ils vont voir le Libron. Et effectivement, quand on le regarde comme ça, vous voyez, c'est un ouvrage avec des arches, etc., avec ce qu'on appelle des demi-bâches de part et d'autre, mais je vous dis, pour le voir fonctionner, il faut qu'il y ait un orage torrentiel, et dans l'état où il est, ça m'étonnerait qu'il marche. En vue aérienne, il m'avait toujours un petit peu interrogé, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez bizarre. Alors, c'est les ouvrages du Libron, parce qu'en fait, vous en avez deux, et donc quand on comprend comment fonctionne l'un, on comprend comment fonctionne l'autre. Dans le canal du Midi, le Libron. Et donc, je vais vous faire une petite animation en dessin animé pour comprendre le principe, et après on verra sur place. Quand vous avez un bateau qui arrive du côté de Agde et qui veut continuer pour aller à Béziers, eh bien, on va interdire au Libron de passer, seulement il y a une crue. Donc, l'autre ouvrage va permettre au Libron de passer, c'est pour ça qu'il y en a deux. Donc, il y en a un qui va permettre au bateau de passer, pendant que la crue du Libron va passer ici. Bien évidemment, chaque ouvrage, puisqu'il y en a deux, sont parfaitement dimensionnés pour absorber la crue à elle seule. Il n'y a pas besoin des deux, il suffit qu'il n'y en ait qu'un. Donc là, actuellement, c'est celui de gauche qui fonctionne, et le bateau, pendant que je parlais, est venu se mettre dans le bassin d'attente, le bassin de stationnement. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on va fermer l'accès du canal, et on va ouvrir la possibilité au Libron de s'évacuer dans sa crue sur les deux côtés. Et là, comme je vous dis qu'un seul ouvrage est largement dimensionné, ça va passer comme une lettre à la poste. Une fois que ça sera établi, ben, on va interdire au Libron de passer par ici, on va libérer le passage sur le canal, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le bateau va continuer. C'est un peu le même principe que le radeau, mais avec l'immense avantage, c'est qu'en période de crue, la navigation, certes laborieuse, va pouvoir continuer. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, ça c'est le bassin de station, où les bateaux attendent entre les deux ouvrages que vous avez ici, et de part et d'autre, donc on a ces fameux ponts-bâches. Donc, si vous comprenez, si j'arrive à vous expliquer comment fonctionne un, vous comprendrez comment fonctionne l'autre. Donc, on va regarder celui-ci. Vous voyez qu'en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 tunnels. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec la vue aérienne, on le voit bien. Il y en a 6, mais vous remarquez dans la vue aérienne qu'il y en a 4 qui sont équipés avec des petits wagonnets et des rails ici. Ceux-là sont vierges. Je pense qu'ils avaient été faits pour éventuellement rajouter des ponts-bâches si ça ne suffisait pas. Et ils avaient voulu faire grand, et puis bon, ils se sont aperçus qu'avec 4, il y en a assez. Donc si vous comprenez comment fonctionne un, vous comprendrez comment fonctionnent les 4. Alors, c'est un des rares ouvrages où vous avez des explications sur place, donc si vous voulez réviser, vous pouvez y aller, et ça, en fait, c'est ni plus ni moins que la photo de l'explication. Alors,
Le Libron va de gauche à droite, de haut en bas, le canal du Midi va de bas en haut, ici, et le principe de la fermeture du Libron, eh c'est le principe de l'épanchoir. C'est le principe des portes-guillotines qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est le principe du robinet, ici, que vous avez en aval et en amont. Je ne veux pas que le Libron passe, je ferme le robinet. Donc je ferme les portes-guillotines, et il y en a 6 et 6, 12. La fermeture du canal, eh bien en fait, c'est ce système de wagonnet, là, en fait de wagonnet monté sur roulette, qui supporte donc une bâche. Alors une bâche, c'est une tôle en U, comme ça, qui fait une gouttière, et il y en a, pour un tunnel ici, il y a 2 demi-bâches. Il y en a une demi d'un côté, un demi de l'autre, à gauche et à droite. Vous avez une demi-bâche ici, une demi-bâche ici, et si je les mets au milieu du canal, 2 demi, ça fait une roulotte. Alors, maintenant que vous avez vu le schéma, eh bien, qu'est-ce que ça donne? L'épanchoir, le voilà, fait la porte-guillotine. Il y a des contrepoids parce que tout ça, ça fonctionne, c'est resté dans son jus depuis 1858. Donc ça fonctionne au jus de coude exclusif. Ça n'a pas été équipé avec des servocommandes, etc. Donc là, pour alléger la tâche de l'opérateur, vous avez des contrepoids qui allègent un petit peu la porte, et ces portes vont pouvoir s'ouvrir et se fermer. Je vous ai montré l'aval. En amont, c'est le même principe avec ces gigantesques portes et ces contrepoids. Ici, le type, il remue la manivelle. Les mecs de VNF, ils sont costauds, hein, ils font de la muscu. Et par contre, en amont, vous voyez qu'il y a des flèches ici pour écarter les embâcles, les troncs d'arbres, les racines, etc. Et voici donc la porte guillotine qu'on va pouvoir ouvrir et fermer. Et pour fermer le canal, eh bien, vous avez ces rails, ici, vous voyez, avec ces 2 roues. Les barres ici qui descendent vont soutenir ce qu'on va voir dessous, c'est-à-dire la tôle à nu qui sert de pompe-bâche, et la bâche, la voilà. C'est un U, comme ça. Au fond, là-bas, c'est fermé par la porte-guillotine. Et cette pompe-bâche, alors au-dessus, vous voyez, vous avez un trémie en bois, c'est simplement pour éviter que quelqu'un s'y foute dedans. Parce que si vous y foutez dedans le jour où il y a une crue, hein, vous finissez à la baille, hein, vous finissez dans la Méditerranée. Donc, ça, c'est une protection, et c'est ouvert de part et d'autre. Et on va pouvoir le mettre au-dessus du cours d'eau, et comme je vous disais, il y en a 4 d'un côté, 4 de l'autre, et pareil de l'autre côté. Vous voyez, ces pompe-bâches, là, le fer à nu, que vous voyez ici, et qui est rigoureusement à fleur. Hein, le bas de la gouttière est vraiment à fleur du bief du canal. Alors, pour être sûr que vous avez bien compris, je vous ai fait un petit dessin, parce que quand on le voit et que ça ne fonctionne pas, c'est pas évident. Alors, le Libron en amont, il est à gauche, en aval, donc la crue va aller de votre gauche à votre droite, et ici, les portes guillotines qui ferment l'accès du Libron sont fermées. Donc la crue, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle va arriver, elle va buter sur la porte fermée. Vous êtes d'accord? Quand on va vouloir faire passer sur cet ouvrage-là le Libron, ben, il va falloir mettre ces demi-bâches au-dessus du canal pour interdire au bateau de passer, puisque là devant vous avez une bâche, vous ne pouvez pas passer. Mais par contre, il va y avoir une gouttière là qui va permettre d'évacuer cette eau. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? D'abord, j'ouvre la porte aval, et quand je vais ouvrir la porte amont, attention, ça va mouiller, là, l'eau en furie va s'engouffrer dans ce tunnel, va passer au-dessus du canal sans se mélanger dans la gouttière, dans les 2 demi-gouttières, et va aller de l'autre côté. C'est pas génial ce truc? Alors c'est monument historique, c'est classé, c'est dans un parfait état de conservation, comme vous voyez. Si un jour il fallait l'utiliser, je ne sais pas si on arriverait à faire passer du Libron là-dedans, mais bon, apparemment ça n'a pas l'air de préoccuper l'entretien, c'est un petit peu dommage, parce que vous voyez, c'est quand même un chef-d'œuvre en péril. Voilà ce que je voulais vous présenter sur le Libron. Alors comme je vois que j'ai un petit peu outrepassé le temps, on va s'arrêter sur cette présentation du Libron qui me paraissait essentielle. Vue du ciel, donc le voilà, avec ces 2 ouvrages juste à poser, et le bassin de station entre les 2. Alors, on va sauter les plus rondes qui nous emmèneraient beaucoup trop loin, parce que là c'est un petit peu complexe, et je vous propose de vivre les derniers instants du vol
pour venir se poser sur Toulouse-Lasborne et pouvoir lever le verre de l'amitié, puisque nous avons une dégustation de cru Malepère, et après l'eau, on va pouvoir se régaler du bon vin de la Malepère. En tout cas, je vous remercie de votre attention, de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ma présentation, parce que c'est toujours un peu long, je le sais, je m'en excuse, mais j'espère que ça a été instructif pour vous, que vous avez appris plein de choses, et puis je vous espère très prochainement sur une de mes prochaines animations. Merci de votre attention.